Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de Faut qu'on en parle. Ce soir, nous explorons donc un sujet aussi vital qu'inquiétant, les réserves d'eau souterraines. Un trésor invisible mais indispensable à notre quotidien. Essentiel pour notre approvisionnement en eau potable, ces nappes phréatiques sont pourtant aujourd'hui menacées par de nombreux facteurs. Pollution industrielle, usage intempestif des pesticides, urbanisation galopante, autant de précisions et de pressions qui mettent en péril la qualité et la quantité de cette ressource précieuse. Quelles solutions peut-on donc envisager pour les protéger face à la surexploitation et au bouleversement climatique ? Nous tenterons donc de répondre à ces questions cruciales en explorant les défis environnementaux et les initiatives locales ou technologiques qui offrent des pistes d'espoir. Et vous, auditeurs et auditrices, quelles sont vos réflexions sur cette problématique ? Participez au débat en direct via le hashtag FQEP ou sur notre répondeur au 07 839 839 75. Et comme toujours, je suis accompagné de Mylène pour co-animer cette émission. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Faut qu'on en parle, le sommaire. Les nappes phréatiques sont essentielles pour notre approvisionnement en eau potable, mais elles sont aujourd'hui menacées par divers facteurs. Quels sont les défis et les solutions possibles ? Les nappes phréatiques se reconstituent naturellement grâce à l'infiltration des eaux de pluie. Cependant, ce processus est lent et fragile. Quels sont les éléments clés pour maintenir cet équilibre ? La pollution industrielle, les pesticides et l'urbanisation sont autant de menaces qui mettent en péril ces ressources vitales. Comment ces dangers affectent-ils la qualité et la quantité de l'eau disponible ? Les politiques de gestion durable de l'eau, les initiatives locales et les innovations technologiques jouent un rôle crucial dans la protection des nappes phréatiques. Quelles sont les meilleures pratiques et les solutions les plus prometteuses ? Chacun d'entre nous peut contribuer à la préservation des nappes phréatiques. Quels gestes quotidiens adopter ? Quels sont les efforts collectifs à privilégier ? La surexploitation des nappes entraîne des conséquences visibles. Baisse du niveau d'eau, détérioration de la qualité. Comment réagissent les agriculteurs, les collectivités et les citoyens face à cette situation alarmante ? Réserve d'eau souterraine, un trésor menacé ? C'est tout de suite dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, les invités. Et on reçoit ce soir Anne-Lise Muller qui est chargée de mission eau et mer à France Nature Environnement, FNE PACA. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Éric Desaguerre qui est hydrogéologue au sein du bureau d'études ATEC Hydro et hydrogéologue agréé. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu Agnel en visio qui est hydrogéologue au sein du bureau d'études d'ingénierie Phréatis spécialisé en hydrologie et géothermie. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Mathieu. Peut-être le micro. Nous avons aussi Just Wellens qui est professeur en irrigation et gestion intégrée des ressources en eau à la faculté d'agronomie de Gembloux chez Agribiotech de l'université de Liège. Bonsoir Just. Okay, bonsoir à tout le monde. Docteur Alice Aurélie qui est spécialiste des ressources en eau, responsable jusqu'à fin 2023 des systèmes d'eau souterraine et de la coopération dans le domaine de l'eau au secrétariat du programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO et vice-présidente de l'Association internationale pour l'étude des ressources en eau. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Faut qu'on en parle, première partie. Lorsque vous avez découvert le sommaire de l'émission sur nos réseaux sociaux, cela vous a intrigué et vous nous avez posé beaucoup de questions. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec quelques chiffres. Faut qu'on en parle, les chiffres. Eh bien Luc, justement, peux-tu nous donner quelques chiffres sur les eaux souterraines ? Bien sûr, les eaux souterraines jouent un rôle crucial en France puisqu'elles fournissent environ 66% de l'eau potable consommée. Chaque année, c'est près de 2 milliards de mètres cubes qui sont prélevés pour répondre aux besoins domestiques, agricoles et industriels. On compte environ 450 aquifères principaux sur le territoire avec des nappes majeures comme celle de Beauce qui est essentielle pour l'approvisionnement en eau potable. Ces eaux souterraines alimentent également 25% des cours d'eau, particulièrement en période de sécheresse. Malheureusement, environ 25% des nappes phréatiques présentent une qualité médiocre, principalement à cause de la pollution des nitrates et des pesticides. En 2024, 50% des nappes sont sous tension, avec des niveaux parfois 10 à 30% inférieurs à la normale, conséquence directe des sécheresses répétées. Enfin, la France partage plusieurs aquifères transfrontaliers avec des pays voisins, ce qui en fait un enjeu stratégique et international pour la gestion de cette ressource essentielle. Merci Luc, on passe tout de suite à la réaction de nos auditeurs.
Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Fabrice qui nous a laissé un message sur notre répondeur de Perpignan. C'est fou de réaliser à quel point les eaux souterraines sont essentielles à notre quotidien, surtout chez nous dans un département en souffrance avec un grand manque d'eau depuis des années. Muriel de Paris, on parle toujours des rivières et des barrages, mais on oublie que l'eau sous nos pieds est tout aussi vitale. Céline de Valence dans la vallée du Rhône, si ces nappes disparaissent, comment allons-nous faire pour garantir de l'eau potable à tous ? Gwendoline de Bouloire, on ne pense jamais à ce qui se passe sous terre, mais c'est clairement un trésor à protéger. Eh bien, on va commencer cette émission, tout simplement en redéfinissant bien la base avec nos invités. Qu'entend-on exactement par eau souterraine et qu'est-ce qu'une nappe phréatique ? Eric, tiens. Alors, on va parler de nappe. C'est l'eau qui est contenue dans la roche. L'eau circule dans les infractuosités de la roche quand il y a des fissures, ou bien quand on a des alluvions, des graviers, etc. L'eau va circuler dans la porosité des terrains. Et voilà, on va parler de nappe phréatique quand c'est la première nappe qui se trouve en dessous de nos pieds. Mais de manière générale, on va parler de nappe. Cette nappe, elle peut être alluviale, elle peut être karstique, elle peut être dans un aquifère fissuré. Tout dépend de la roche dans laquelle l'eau circule. Justement, quelle est la différence entre une nappe phréatique et une nappe aquifère ? Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un aquifère et comment ça fonctionne ? Alice, peut-être ? Oui, de toute façon, c'est fondamental qu'on comprenne bien que toute l'eau qui circule au-dessus du sol n'est pas un aquifère. Comme il a déjà dit tout à l'heure, pour qu'on puisse vraiment considérer un aquifère, ces roches qui contiennent cette eau sont telles qu'ils peuvent faire circuler cette eau et qu'ils peuvent aussi nous la faire extraire, qui la contiennent, qui la font circuler, qui la protègent et qu'en même temps, on peut l'extraire. Et ça, c'est assez particulier. Il y a bien évidemment, comme déjà dit, des aquifères qui sont superficiels, souvent en contact avec les eaux de surface, les lacs, les rivières, les zones marécageuses, et des aquifères qui sont captives, qui sont plus profonds et confinés entre des roches, des terrains qui sont semi-perméables ou imperméables, dans laquelle cette eau est sous pression. Dans certains cas, enfin dans le passé, maintenant il y en a de moins en moins, ces eaux sous pression, quand l'aquifère était vraiment complètement saturé d'eau, du moment où on faisait un puits, on perforait, disons, la nappe, l'aquifère, ces eaux sous pression jaillissaient, c'était notamment des aquifères artésiens. Et malheureusement, il y en a presque plus dans le monde. D'accord. Quels sont par exemple les principaux types de nappes phréatiques, Eric, puisque hors antenne, tu nous parlais du mot nappe phréatique déjà, effectivement. Oui, bon. Donc en fait, il faut bien considérer que toutes les roches sont susceptibles de contenir de l'eau. Alors certaines très très peu, d'autres beaucoup plus. Et puis ce qui est important, c'est est-ce que ces roches peuvent laisser passer cette eau facilement ou pas. Des roches tout à fait imperméables comme les argiles peuvent contenir des grandes quantités d'eau, mais l'eau elle va pas circuler. Et donc c'est là où justement ça va jouer un rôle d'écran imperméable. Pour mettre en pression des terrains qui sont en dessous, comme on vient de l'expliquer avec les nappes qui sont captives. Mais ce qui est important de voir, c'est que chaque type de roche va permettre à l'eau de circuler de manière différente. Des fois, ça circule bien, des fois, ça circule pas bien. Des fois, on va avoir des circulations d'eau qui se font de manière généralisée entre chaque pore des alluvions, par exemple. On a énormément de nappes. Alors, les nappes qu'on appelle phréatiques, c'est vraiment des nappes qui sont relativement superficielles. Les scientifiques aiment pas tellement utiliser ce terme-là, puisque voilà, une nappe qui se trouve
en surface va à un moment donné se retrouver un peu plus en profondeur. Des fois, c'est une nappe libre qui est juste en contact avec l'atmosphère. Parfois, elle est justement sous pression. Donc voilà, moi je préfère qu'on parle juste de nappe sans utiliser le terme phréatique qui est un vocabulaire pas très scientifique. Mais voilà, l'eau va circuler de manière très différente en fonction de la nature des roches, en fonction de la présence de failles, de la présence de différents facteurs. Voilà. On a vraiment des circulations d'eau et des réservoirs qui vont avoir un comportement qui est intimement lié à l'histoire géologique des terrains sur lesquels on se trouve. Mathieu, quelque chose à compléter à tout ça? Alors moi, je viens juste de régler un problème de son, donc j'ai raté le début de l'explication. Donc je n'ai pas grand-chose à rajouter vu que j'ai un peu raté le début. Désolé. Ok, bah ouais, effectivement, là, le son fonctionne, c'est bon. Donc, quels sont peut-être les différents types d'aquifères et toutes leurs particularités, Alice? Et justement, on vient de dire, c'est les aquifères, cette nappe, soit libre, soit captive, contiennent de l'eau, soit quand ils sont poreuses dans l'espace libre. Donc ça, c'est une des particularités, entre, effectivement, qu'elles soient voilà, poreuses. soit dans des fissures. Il y a des roches qui sont fissurées, qui sont très solides, comme par exemple les roches volcaniques, les roches métamorphiques, etc., etc. Ils sont plus solides et ils se fracturent. Alors l'eau circule entre les fractures. Et après, il y a la géochimie de cette roche, de cet système de terrain. Certains sont très calcaires, certains ils sont plus argileuses, comme on avait dit. Il y a toute un panoplie de minéraux, des minérales qui sont contenus, le fer, le zinc, etc., etc. Et bien évidemment, l'eau qui circule dans ces nappes, surtout dans les nappes profondes, confinées, c'est-à-dire captives, dissout cette formation géologique, la géologie, la caractéristique de la matière de la roche, la dissout. On a effectivement aussi des différentes vélocités de flux d'eau souterraine selon cette géologie, cette nature du terrain. Et on a aussi des zones particulières qui sont les zones karstiques. Je ne sais pas si on en parlera après. Je pense que dans notre imaginaire, on a tous plus ou moins l'idée de ces grottes souterraines avec des stalactites, des stalagmites, avec des lacs souterrains. Et ça, c'est rarissime, en effet. Dans le monde, il y en a pas mal, mais c'est pas la vraie quantité des eaux souterraines, des aquifères. Mais ça existe en France, ça existe surtout dans l'Adriatique, dans la zone de la côte adriatique. Et c'est justement parce que cette eau qui circule avec cette matière géologique qui est très, qui se dissout facilement, peut créer cette cavité, ces grottes où l'eau circule comme un petite rivière ou un lac. Notamment, quand l'eau s'infiltre dans les aquifères, il peut circuler avec une vélocité complètement différente dans des zones karstiques très vite, dans des nappes profondes et où la pression est assez importante. Ça peut prendre des décennies, même des siècles, pour que cette eau se déplace. La même quantité d'eau se déplace de façon effectivement complètement différente dans le temps, pour la même quantité d'eau. Donc, quelle est réellement la distinction entre les eaux de surface et les eaux souterraines en termes de disponibilité? Donc, utilisation, on a bien compris que ça se déplaçait pas, voilà. Mais en termes de disponibilité, c'est... Eric, peut-être? Disponibilité dans la planète? Dans la disponibilité, la différence en fait, surtout entre tout ce qui va être haute surface et eau souterraine. Je vois qu'Eric voulait intervenir, ou Annelise aussi si tu veux, ou Jost, il n'y a pas de... Eric, oui. Bon, si on regarde à l'échelle de la planète, on dit toujours que la Terre, c'est la planète bleue sur laquelle il y a beaucoup d'eau.
L'essentiel de cette eau sur Terre, c'est de l'eau salée, qui est contenue dans les océans, dans les mers, etc. La portion d'eau douce qui est sur la Terre, c'est 3%, c'est vraiment très peu. Et l'essentiel de cette eau douce est présente sous forme de glace sur les calottes glaciaires. Voilà. Le reste, l'eau qui est libre et qui circule, l'essentiel de cette eau, c'est des eaux souterraines. On a une toute petite partie de l'eau de l'eau douce présente sur Terre qui circule dans les rivières et dans les lacs. Sauf que c'est celle-là qu'on voit. Donc, de manière générale, la plupart des gens, quand ils pensent à l'eau qui est disponible, c'est l'eau des rivières, c'est l'eau des lacs. Alors que vraiment, la plus grande quantité de l'eau douce donc c'est que les apparences Terre, finalement, les lacs et les rivières. Tout à fait. C'est vraiment visuel en fait. Voilà, final. c'est un peu la partie visible de l'iceberg en quelque sorte. L'essentiel de l'eau douce disponible sur Terre, c'est dans les aquifères justement, c'est l'eau souterraine. Et après, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que il y a un lien plus ou moins étroit entre les eaux souterraines et les eaux superficielles. À un moment donné, ça a toujours été un lien direct. Et puis après, il y a, selon la circulation d'eau dans le sous-sol, des parcours qui peuvent être parfois très longs, très profonds, comme on l'a dit. Les eaux thermales ont un parcours très lent, très profond. Et du coup, on va avoir de l'eau qui va être chaude, qui va être minéralisée, etc. Mais d'un point de vue en termes d'importance et en termes de quantité pour les usages humains, on va dire, d'aujourd'hui, c'est qu'une partie. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que les rivières, l'essentiel des rivières, c'est finalement la partie visible des aquifères. C'est là où on a de l'eau qui va circuler plus rapidement, qui va être en surface. Et quand on a une très grosse sécheresse, qu'on a le niveau de la nappe qui descend, la première chose qu'on va observer, ça va être les rivières qui vont s'assécher. Voilà. Et du coup, comment on remplit tout ça? Comment toutes ces nappes se remplissent? On va peut-être demander à Mathieu. Elles se remplissent par la recharge des nappes, donc par la pluie qui va tomber, et une partie en général plutôt minoritaire va pouvoir s'infiltrer et va alimenter ce réservoir souterrain. Alors en général, c'est le cas d'une nappe phréatique, type ou une nappe libre, peu importe le terme qu'on emploie. On va avoir cette infiltration qui va avoir lieu et cette eau va buter à un moment donné sur une couche imperméable. Donc on va avoir un stock d'eau qui va se créer et qui va constituer une nappe qui sera donc stockée dans la porosité, dans les fractures du matériau rocheux, sableux, peu importe. Voilà. Et donc, la partie qui ne s'infiltre pas va partir soit en ruissellement, soit en évapotranspiration. Voilà. Donc, ce qui se passe, notamment on en parlera peut-être avec le changement climatique, c'est que cette proportion statistiquement d'eau qui va s'infiltrer naturellement a tendance un petit peu à baisser au profit de plus de ruissellement. Par des épisodes pluvieux un peu plus intenses et donc qui permettent pas d'avoir une recharge un peu plus lente. Et plus d'évapotranspiration du fait des températures qui ont tendance à globalement augmenter. Oui, on en parlera effectivement tout à l'heure, on aura un volet sur la partie changement climatique. Alors du coup, une question qui nous vient aussi, c'est pourquoi certaines nappes phréatiques du coup ne se remplissent pas finalement, ou en tout cas des fois très mal? Eric ou Mathieu? Oui, je crois qu'Eric, oui. Alors, c'est très variable selon le territoire qui est concerné. Et donc, on a vraiment des facteurs qui vont être d'ordre purement géologique. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que toi, Eric, tu es donc dans le sud de la France, là où nous sommes basés, et qu'on a effectivement Mathieu qui, lui, est plutôt du côté de la Belgique. Donc du coup, c'est pas du tout la même chose. Donc ça va être intéressant d'avoir ces facteurs géologiques, effectivement. Le climat est différent, mais après, voilà, le type de roche, sur chaque territoire, on peut avoir différents types de roches, avec des endroits où on va avoir des infiltrations par les pluies qui vont être majoritaires, qui vont se passer très bien ou moins bien en fonction de la nature des terrains, de l'occupation des sols, de la topographie, etc. On a des territoires où l'essentiel de la recharge va se faire plus via les rivières. Alors surtout quand on a des pluies qui sont assez rares. Alors sous nos contrées, c'est un petit peu moins le cas, mais de l'autre côté de la Méditerranée, ça arrive assez régulièrement où on a des écoulements d'oued, par exemple, avec une recharge qui va se faire sous le lit de la rivière au moment où il y a des écoulements et pas tellement par les pluies.
Et puis, on a beaucoup de territoires où l'essentiel de la recharge se fait finalement de manière un petit peu artificielle avec l'irrigation des terres agricoles qui va jouer un rôle très important sur la recharge des nappes. C'est par exemple très fréquent dans le sud-est de la France, là où on se trouve. Mais tout dépend du territoire, tout dépend de la nature des terrains, du type de précipitation qu'on peut avoir aussi. Hein. Si on a des pluies qui sont fréquentes, longues, c'est pas la même chose que si on a des orages brutaux avec des oui, où l'eau ruisselle et file directement, voilà. Ça filtre pas. On peut avoir différentes situations et les territoires sont tous différents et le changement climatique vient complexifier un petit peu la situation qu'on connaît habituellement. On parle de nappes pleines, moins pleines, etc. Mais comment on mesure le niveau d'une nappe ? Alors, on fait des mesures du niveau de la nappe avec ce qu'on appelle des piézomètres. Donc, ce sont des petits forages dans lesquels on va mesurer la profondeur du niveau de l'eau. Chaque piézomètre va être représentatif d'un aquifère. On va avoir des piézomètres qui peu profonds pour les nappes de surface, des piézomètres parfois très profonds pour justement caractériser les ressources qui sont sous couverture, enfin ce qu'on appelle sous couverture, qui vont être captives, qui vont être plus profondes. Et c'est en faisant le suivi de niveau d'eau à l'intérieur de ces ouvrages-là qu'on va pouvoir connaître leur évolution. Donc on fait ce suivi sur des piézomètres, sur des forages, également au niveau des sources, où on va mesurer le débit et on va suivre dans le temps les fluctuations de ces niveaux, de ces débits. Ok, donc effectivement, ça nous indique, ça nous donne des indications sur le niveau de l'eau. Et quelles données, par exemple, peuvent être indispensables pour établir finalement peut-être une carte des ressources en eau souterraine ? Comment on fait ça ? Justement, on a besoin de points de mesure. Typiquement, les eaux souterraines, c'est ce qui est pas visible la plupart du temps. Donc, on a besoin d'avoir des points d'accès à cette nappe. Donc, on utilise. Il faut essayer de les deviner. Alors, hors antenne, avant l'émission, on parlait tu nous as dit, bon, on va pas parler de sourciers, etc. Mais comment on fait pour les repérer finalement, ces nappes ? Alors, on a des nappes à peu près partout. Après, on a des endroits où on a des écoulements qui sont importants, des quantités d'eau qui sont importantes, et puis d'autres où ça l'est pas. Ce qui est important, c'est de savoir caractériser les ressources qui sont les plus importantes. Et donc, on va avoir besoin de points de mesure. Ces points de mesure, voilà, on va regarder donc qu'est-ce qui rentre dans la nappe. Aléatoirement, les points de mesure ? On se dit, tiens, là, on va faire un point de mesure, ici, on va voir. Alors, on réfléchit un petit peu quand même avant de positionner les points de mesure. On se doute bien que vous n'allez pas le faire en haut d'une montagne, par exemple. Alors, non, en général, on va pas se mettre en haut de la montagne. En fait, à chaque fois, ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle est la quantité d'eau qui rentre. Donc là, ça va être des mesures pluviométriques. Ou bien, justement, on parlait des rivières et des canaux d'arrosage, par exemple. Donc, on va essayer de savoir quelle est la quantité d'eau qui rentre. On va essayer de savoir quelle est la quantité d'eau qui sort, donc les prélèvements par les forages, les débits des sources, ce genre de choses. Et on va essayer de savoir quelles sont les variations de stock à l'intérieur de notre réservoir. Et c'est là où on a besoin d'avoir justement des forages ou des piézomètres pour mesurer exactement quel est le niveau de remplissage. Et quand on a un nombre suffisamment important de points de mesure, on peut faire des cartes. On peut du coup en déterminer quel est le sens de circulation de l'eau dans le sous-sol, savoir exactement comment ça fonctionne. Et c'est en croisant l'ensemble de ces informations, déjà quantitatives, qu'on va pouvoir comprendre comment ça marche. Et après, on regarde aussi les aspects qualitatifs pour caractériser les différents types d'eau qui vont contribuer à un réservoir, ce genre de choses. Alors, avant de parler un petit peu des menaces qui pèsent sur ces aquifères et ces nappes phréatiques, avant de dériver tranquillement sur l'émission, juste comment on réalise finalement un captage d'eau ? Mathieu, peut-être, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste ? Un captage d'eau, donc c'est un forage, c'est un puits qui est réalisé avec un diamètre plus ou moins gros de plusieurs, on va dire, dizaines de centimètres. L'idée, c'est simplement d'aller faire un forage, d'aller chercher la zone perméable, donc l'aquifère, donc cette formation géologique dont on sait qu'elle est perméable et où l'eau peut être mobilisée, peut être captée. Alors, il y a toute une série de bonnes pratiques, de normes qui existent. Il faut pas, évidemment, faire n'importe quoi. Il faut pas créer une pollution, ce genre de choses, ou de mettre en contact plusieurs nappes qui seraient traversées par le forage.
Une fois que le forage est réalisé, alors on va équiper le forage, on va descendre un tube qui est crépiné. Donc en fait, ce sont des petites fentes qu'on met en face de la zone aquifère, donc de là où l'eau peut arriver. Puis alors on équipe en tubage et en massif qui permet de créer une porosité entre l'aquifère et la crépine. Puis il y a toute une série d'éléments supplémentaires, de cimentation, etc. Je rentre pas dans les détails techniques. Une fois que le puits est bien équipé, alors on peut le développer, le nettoyer et alors utiliser cette eau. On l'analyse aussi en fonction de l'usage qu'on doit en faire. Si c'est de l'eau potable, évidemment, il faut toute une série d'analyses qui sont pas les mêmes que si on fait, par exemple, de la géothermie. Et à la fin, on a les caractéristiques physico-chimiques de la nappe qu'on veut capter. On fait également des essais de débit pour voir la productivité du captage, pour interpréter également certaines propriétés physiques de l'aquifère qu'on souhaite exploiter. Et à la fin de tout ça, on a un captage en bonne et due forme. Eric, tu souhaites rajouter quelque chose ? Juste pour compléter, donc ça c'est tous les systèmes de captage verticaux. Il y a beaucoup de territoires où c'est uniquement comme ça qu'on peut capter l'eau. Après, il y a aussi tous les captages de sources. Des sources, c'est des endroits où la nappe arrive en surface. Et on a beaucoup de systèmes traditionnels, anciens, plus ou moins anciens, qui permettent de collecter cette eau qui sort naturellement au niveau du sol. C'est des systèmes de drainage plus ou moins compliqués. Donc en Provence, par exemple, on parle des mines d'eau, qui sont les systèmes traditionnels de captage d'eau. C'est des galeries qui s'enfoncent sous terre et qui viennent drainer la nappe, finalement. Mais ça vient en complément de ce qui a été dit. Très bien, effectivement, très clair. On va revenir dans quelques secondes sur votre radio. Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. C'est notre titre, un trésor menacé. Du coup, quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les nappes phréatiques ? Annelise, tiens. Oui. Il y en a un certain nombre, et puis je pense que la simple description aussi du fonctionnement des nappes peut montrer, ou du moins fait penser spontanément à certains de ces menaces. Eric ou Mathieu ou même Alice nous ont parlé des nappes qui sont donc dans des roches plus ou moins perméables, et en fait on a parlé aussi du ruissellement. On va faire un petit peu un tour de table, comme ça chacun va un peu donner ses idées. On a Jost aussi qui... Oui. Parfait. Et justement, par rapport au ruissellement, le ruissellement, s'il se fait plus aussi, c'est parce que nous, aujourd'hui, on a beaucoup artificialisé nos sols. Donc, on a des sols qui infiltrent moins. Donc, c'est déjà une première problématique. Après, donc tout ça, tout ce qui est bétonnage et tout, alors ça, c'est carrément... On commence à voir des communes qui font des pistes cyclables, par exemple, pas en béton, mais avec des sols plus perméables pour laisser passer peut-être l'eau et s'infiltrer dans les nappes. C'est une politique importante qui est menée actuellement, effectivement, depuis quelques années déjà, je crois, notamment alors en France par les agences de l'eau, des organismes qui collectent justement des redevances pour permettre d'attribuer des aides à différents territoires en faveur des milieux aquatiques notamment. Et effectivement, c'est une des politiques qu'elle mène. Donc, il y a beaucoup d'actions, par exemple, très emblématiques sur les cours d'école. C'est une bonne entrée dans le sujet. Ouais, mais donc, après, on commence à prendre conscience de tout ça, voilà, pour éviter de faire un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Oui, et effectivement, il y a de plus en plus de choses qui se font ou en tout cas, qui souhaitent se faire en termes de désimperméabilisation. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres menaces, par exemple, Jost, qu'on n'a pas encore entendu depuis début d'émission? Jost? Oui, merci. Moi, je suis le grand utilisateur en irrigation et agriculture. Oui, alors, tout à l'heure, on va en parler. Il n'y a pas de souci. En hydrogéologie, je n'avais pas grand-chose à ajouter. Par contre, à moi, la plus grande pression, c'est vraiment les utilisateurs, soit industriels, mais quand même principalement l'agriculture. Et le problème que les eaux souterraines ont longtemps eu, ce qui a été dit un petit peu avant, c'était une source, je ne vais pas dire méconnue au niveau de quantité, mais son comportement, c'est un petit peu méconnu. Il y avait des pressions climatologiques, il y avait de la pression au niveau des eaux de surface dont on a parlé. Alors, c'est une ressource très, très, très facile à exploiter en abondance. Et là où on est arrivé aujourd'hui, voilà, c'est une ressource qui est devenue victime de son propre succès. Mais je ne vais pas mettre la faute chez les eaux souterraines, là, clair et net. Mais la consommation, les consommateurs sont... Ouais, donc ça, c'est une des menaces, clairement, aujourd'hui. Le plus grand problème, le plus grand ennemi. Okay. Alice, oui, peut-être? Alice, par exemple.
Est-ce qu'il y a d'autres menaces qui pèsent sur nos nappes et nos aquifères aujourd'hui? Il y en a pas mal, il y en a beaucoup, il y en a énormément, mais de plus en plus, c'est-à-dire on le découvre de plus en plus. Ah oui, on se rend compte Euh, qu'aujourd'hui, au final, de certaines menaces auxquelles on n'avait oui, pas pensé. absolument, parce qu'il y a certains éléments, la technologie évolue et la possibilité d'avoir des laboratoires de chimie qui regardent exactement le contenu chimique de l'eau souterraine s'améliore, hein, et on comprend mieux la contamination, la pollution, qui, comment, quoi, etc. Et bon, je suis désolée, mais il faut vraiment réfléchir au fait que pratiquement le 70% de la production agricole dépend vraiment des eaux souterraines pratiquement partout dans le monde. Et quand on pense à ça, ça veut dire aussi que la restitution de celle qui est produite dans la production agricole, plusieurs tonnes de matériaux, des fois ne sont pas vraiment très amis ni de l'homme, ni de la végétation, ni de la qualité de l'eau. Vous avez tous suivi dernièrement toutes les discussions à la Communauté européenne, à Bruxelles, sur le nouveau contaminant dû aux activités humaines, dues à l'agriculture. Certains sont dangereux pour la santé, comme le PFAS, le TAS, Oui, c'est très d'actualité, effectivement, en ce moment. Oui, tout à fait. effectivement. Mais ça, par exemple, on vient vraiment de s'en apercevoir récemment parce que on les traçait pas tout le temps. La contamination est un élément fondamental de la qualité de l'eau souterraine, surtout parce que pour décontaminer un aquifère, surtout un aquifère profond, c'est pas quelque chose qu'on sait faire bien encore, ou qu'on peut faire facilement. Il y a des systèmes, une recherche d'innovation, de recharge artificielle avec de l'eau traitée, soit pour recharger la nappe, la fade, l'aquifère. Comme vous voyez, il y a plusieurs façons de parler de ces systèmes d'eau souterraine, nappe, aquifère, fade. Et injecter de l'eau propre, disons. Mais c'est vraiment quelque chose que est difficile à faire. Par contre, c'est plus simple dans un certain sens, vu la capacité de renouvellement et la qualité des eaux de surface. Malheureusement, l'eau souterraine est propre, plus propre que l'eau naturelle et plus propre que l'eau de surface, parce que est protégée par la filtration du sol, la filtration des roches qui empêche le passage de certains éléments dans la nappe profonde, dans l'aquifère. Par contre, du moment où cet aquifère ou cette nappe est vraiment polluée, alors là, c'est vraiment difficile de la dépolluer, de la décontaminer, chose qu'on peut faire plus facilement avec une eau de surface. Et après, voilà, il y a aussi des nappes qui ne se rechargent pas facilement dans cette époque climatologique, dans cette période climatique, parce qu'ils se sont formés il y a très très longtemps. Je vois que Anne-Lise voulait intervenir sur le sujet. Oui. Juste peut-être en complément, il y a effectivement pas mal de menaces. Alors, je vois notamment la catégorie exploitation, les usages qu'on peut en faire, enfin les nombreux usages qu'on peut faire de l'eau, et puis peut-être notre gourmandise croissante aussi quelque part. Un problème sur donc donc ce qu'on prélève, ensuite ce qu'on permet de rentrer, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec l'imperméabilisation. Et puis effectivement le problème de qualité où finalement il y a pas mal on mesure mal encore et on ne cherche pas encore tout ce qui peut rentrer. Et à chaque fois qu'on cherche, en fait, on trouve des nouvelles choses. Et tout n'est pas suivi parce qu'il y a aussi un coût de ce suivi. Et puis après, pour la décontamination... En vous écoutant, on a presque l'impression qu'on est au début, qu'on découvre, qu'on balbutie. Je sais pas, qu'on connaît pas tout.
C'est un peu le sentiment que ça laisse. Oui, Eric? Moi, je suis pas tout à fait d'accord qu'on balbutie, parce que bon, on voit bien que on découvre encore beaucoup de choses. Alors, a priori, on découvre beaucoup de choses, mais c'est aussi, sur les produits chimiques qui viennent de polluer les aquifères, c'est aussi parce que l'industrie chimique développe des nouvelles molécules. Oui, forcément. Et il y a pas il y a quelques plein de années nouveaux produits qui sortent très régulièrement. Et ces nouveaux produits, mine de rien, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils vont devenir une fois qu'ils sont dans le sol. On va être l'impact à commencer court, moyen, à long pouvoir terme. mesurer des choses. Enfin, les analyses, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc, il faut qu'on puisse chercher une molécule pour pouvoir la trouver. Et la molécule d'origine, un pesticide par exemple, dans le sol et au bout de quelques années, va souvent se dégrader et va donner d'autres molécules. Donc, si on cherche la molécule d'origine et pas les molécules filles, on va pas les retrouver. Donc, à chaque fois, les laboratoires doivent progresser dans leur technique d'analyse, trouver des nouvelles méthodes pour chercher des nouveaux produits. Donc là, je voulais juste revenir sur... donc il y a les deux grands types de pression, c'est les pressions, on va dire, quantitatives. Donc on en a parlé avec l'imperméabilisation ou le prélèvement excessif, mais ça c'est un sujet. Et après, les aspects qualitatifs, c'est quelque part un autre sujet. Il faut bien penser que ce qui peut venir dans les nappes, c'est un peu le même chemin que l'eau pour venir dans les nappes. Donc il peut y avoir une contamination qui vient par une surface. Donc, par exemple, justement, les engrais, les pesticides qui viennent sur des grandes surfaces agricoles et qui viennent pénétrer dans le sol et petit à petit rejoindre les aquifères. Donc ça, c'est une possibilité. Ça peut être des pollutions qui sont plus ponctuelles, qui vont être liées à un accident, une cuve de fioul qui va se renverser, qui va s'infiltrer sur un endroit précis, ou bien au contraire une industrie qui va avoir des pertes de produits qui viennent contaminer la nappe. Donc voilà, là c'est plus des problématiques locales. Et après c'est direct ou indirect. Des vieux forages abandonnés, mal abandonnés, qui sont oubliés, peuvent être des vecteurs de pollution aussi. Et on peut avoir effectivement des aquifères qui sont contaminés par des vieux ouvrages parce que ça n'a pas été correctement décontaminé géré, par exemple. Voilà. Et juste par rapport à la décontamination, on sait faire, mais après, savoir faire à un coût économique qui soit pas trop important, c'est là où ça se complique. Et effectivement, quand on a un aquifère profond qui se trouve en dessous de 2 ou 3 autres aquifères pour aller décontaminer ce qui se passe là-bas en profondeur, c'est compliqué. On peut faire, tout est possible, mais à quel coût ? Donc, bien sûr, la première des priorités, c'est d'éviter de faire des contaminations. Et une fois quand on a quand même, malgré ça, des contaminations, il faut mettre en moyen, des moyens parfois très importants pour connaître exactement la contamination, connaître exactement la circulation de la nappe, le fonctionnement de la nappe à cet endroit-là, trouver les moyens d'éliminer ces produits-là. On sait faire, mais ça a un coût. On parlait de menaces, on voit aussi de temps en temps des captages d'eau sauvages, illégaux, souvent le long des rivières, des puits, les agriculteurs, les particuliers. Est-ce que cela, c'est aussi une menace à long terme ou seulement ponctuellement ? Qui se lance, oui. Alors, on a différentes choses. Alors, on parle bien sûr, par exemple, des forages domestiques, les gens qui font un forage dans leur jardin et qui vont... pour l'utiliser l'eau personnel, pour leur maison, pour leur piscine, pour leur jardin, ce genre de choses. Et effectivement, on a des territoires où on a une quantité très importante de ces forages-là, qui souvent, c'est des forages qui sont pas forcément bien réalisés, qui sont pas déclarés en général, qui sont pas entretenus correctement. Et le problème pour ces ouvrages-là, même parfois quand ils sont en nombre très important, c'est pas forcément un problème quantitatif. Par contre, c'est autant de points d'accès à la nappe, donc autant de sources de contamination potentielles. Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître les ouvrages existants pour pouvoir savoir comment ils sont faits, pour pouvoir les protéger, pour qu'ils soient aménagés de manière à ne pas constituer un risque pour la ressource. Donc ça, c'est très important. Et après, on parle même pas des
des captages qui prélèvent énormément d'eau pour de l'agriculture ou ce genre de choses. Mais on va parler tout Qui à sont l'heure plus rares. effectivement de l'irrigation. Quels sont par exemple les signes avant-coureurs de la surexploitation des aquifères et comment peut-on les surveiller, Alice? Il faut penser à la ville de Mexico et à la ville de Jakarta et aussi à Bangkok, c'est-à-dire Mexico. Malheureusement, un des plus jolis églises anciennes de la ville de Mexico se retrouve enfoncé d'une vingtaine de mètres au-dessus du niveau du sol. Pourquoi? Parce que le captage excessif de l'eau de la nappe a été tellement prolongé dans le temps qu'il y a eu un affaissement des sols, ce qu'on appelle une subsidence, vraiment un affaissement des sols très important. Et bon, ça, c'est connu à un niveau mondial comme exemple, mais deux petits affaissements des sols dus à une surexploitation de la nappe, il y en a pas mal dans le monde et les assurances, notamment, maintenant, ils commencent à prendre ça très, très au sérieux. Mais une chose que je voulais dire aussi sur ça, c'est que malheureusement, les eaux souterraines l'hydrogéologie, en effet, qui étudie les eaux souterraines, c'est une science assez nouvelle. C'est vraiment les années 60, les 70, les techniques de l'intelligence artificielle, les modèles mathématiques, la géophysique, certaines techniques qui se sont développées récemment. On en parlera en fin d'émission, tout à fait de ça. Oui, Donc, les techniques d'avenir. Il y a pas dans le monde suffisamment de régimes de loi pour les eaux souterraines. Certains pays n'ont pas de loi pour les eaux souterraines. On s'est concentré beaucoup sur la gestion des eaux de surface et très peu sur mon accent italien, désolé, et très peu sur celle qui est la gestion des eaux souterraines. C'est qu'on appelle malheureusement justement l'invisibilité des eaux souterraines. Oui, comme l'a dit tout à l'heure Eric, effectivement. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait on ne la voit pas, alors que donc, du coup on la régule pas assez, on n'y pense pas assez peut-être, c'est ça. Et du moment où le poids de la nappe diminue, ça veut dire aussi que les forages qui touchaient cette zone saturée de la nappe ne le touchent plus. Alors, il y a aussi des coûts très importants parce qu'il faut faire des forages plus profonds. On met en danger justement la qualité de la nappe, la surexploitation et l'affaissement des sols et l'abaissement du niveau piézométrique de la nappe, du toit de la nappe, a des conséquences économiques et très graves vis-à-vis aux populations qui dépendent seulement de l'eau souterraine. Nous, en Europe, on a de l'eau de surface et on a de l'eau souterraine en abondance par rapport à d'autres pays du monde. Il faut penser à l'Afrique, il faut penser à l'Amérique latine, à des zones arides et semi-arides et des zones rurales, par exemple en Afrique, qui dépendent seulement des eaux souterraines parce qu'il n'y a pas d'eau de surface. Et ce captage, ces forages, s'ils sont mal faits, si la connaissance de la nappe n'est pas appropriée, chose que malheureusement est encore le cas dans plusieurs endroits du monde, parce qu'il manque la connaissance, notamment à l'UNESCO, une des préoccupations principales, c'est l'éducation. Un géologue, un hydrogéologue, nous représentons ici cette expertise. Ça prend des années, il faut qu'il aille sur le terrain, il faut qu'il fasse des années d'études et surtout beaucoup de terrain pour pouvoir reconnaître un terrain, pour pouvoir reconnaître la géologie et identifier la possibilité d'avoir un aquifère dans cette zone précise. C'est-à-dire
beaucoup de pays du monde n'ont pas cette capacité, n'ont pas une éducation faite pour former une quantité de techniciens et d'experts capables de gérer l'eau souterraine à niveau national, territorial, régional. Malheureusement, c'est encore un énorme problème dans plusieurs régions du monde. Très bien, merci beaucoup Alice. Justement, on va parler maintenant de tout ce qui va concerner le changement climatique et les adaptations. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio. Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle ainsi que sur notre répondeur non surtaxé le 07 839 839 75. 07 839 839 75. On est de retour dans Faut qu'on en parle, votre émission autour des réserves d'eau souterraine, ce trésor menacé. En quoi le changement climatique affecte-t-il les ressources en eau souterraine, Anne-Lise ? Comme on a plus chaud, on a plus soif, les plantes aussi, donc l'agriculture aussi, donc en fait on accroît encore notre consommation en eau. Donc ça c'est déjà... ça c'est prouvé, c'est flagrant. C'est un premier élément. Ouais. Bah, oui, c'est... Bah, enfin, oui. Ouais. J'ai pas les chiffres à vous donner, c'est vrai. C'est logique en fait. Un deuxième élément du changement climatique, c'est que en fait on accélère le cycle de l'eau d'une certaine façon avec ce changement climatique, puisque les experts nous indiquent que pour chaque degré ou chaque dixième de degré de température en plus, c'est 7% d'eau en plus dans l'atmosphère. Donc en fait, c'est tout le cycle qui est accéléré. Et puis, ce que nous disent aussi les experts, je pense notamment au groupe régional d'experts sur le climat, le GREC Sud, ou bien le groupe méditerranéen d'experts, pareil, sur le climat, qui nous indique que, par exemple, en Méditerranée, on va vers une aridification. Donc, le climat qu'on connaît actuellement, ou qu'on connaissait peut-être il y a déjà quelques années en arrière au Maghreb, c'est celui qui nous guette d'ici... peut-être pas si longtemps que ça. C'est ça, et finalement, le climat méditerranéen, il va remonter plus haut dans le nord. On va le retrouver sur Lyon et même plus. C'est ce qu'on nous annonce. Après, voilà, avec toutes les marges d'incertitude. Déjà, en termes de végétation ou même d'animaux, on commence déjà par les cigales remontent, etc. Donc, on sent qu'il y a un mouvement. Oui. Donc, en termes de l'eau, ça va devenir de plus en plus aride côté sud de la France, clairement. En tout cas, oui, c'est ce qu'on nous dit, oui. Mathieu, peut-être un avis sur cette question. En quoi le changement climatique affecte-t-il ces ressources en eau d'un point de vue hydrogéologie ? Je vais un peu répéter ce que j'ai. Ma toute première intervention, effectivement, ça affecte le cycle de l'eau, en effet, et le bilan hydrologique, avec effectivement plus de ruissellement, plus d'évapotranspiration et donc moins de recharge. Donc en gros, sur des tendances longues, on va avoir la partie de l'eau qui tombe sur le sol et qui peut s'infiltrer et recharger les premières nappes, va avoir tendance à diminuer dans le temps. Alors ça veut pas dire que chaque année on aura toujours un peu moins, mais sur des tendances décennales, on va se rendre compte qu'à un moment donné, on va commencer à perdre de plus en plus de recharge, et donc ça va se matérialiser par moins de stock d'eau dans les différentes nappes, et donc ça va se mesurer par des baisses dans les différents piézomètres, dans les points d'accès où on sait faire une mesure. Ça va aussi se matérialiser par des effets d'assèchement sur les eaux de surface. On va avoir moins de débit dans notamment les rivières qui sont directement alimentées en débit de base par la nappe d'accompagnement. Ça va aussi se matérialiser par certains captages qui vont perdre en débit, parce que si le niveau d'eau baisse, forcément la capacité de pomper dans un puits va aussi diminuer. Si en plus de ça, les usages ont tendance à augmenter, comme on vient de le dire, parce que il fait plus chaud, il faut plus d'eau, ça peut être aussi un souci si la ressource, en tout cas l'ouvrage de captage est moins productif. Donc c'est toute une série de choses qui vont être affectées par cette baisse de recharge naturelle de la nappe. On a parlé aussi de ces histoires d'imperméabilisation, etc. Ça aussi, ce sont des effets anthropiques qui vont avoir tendance d'artificialisation aussi, on a dit, qui vont avoir tendance à baisser la quantité d'eau qui peut aller être stockée naturellement dans le sous-sol. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a, toi Mathieu, tu es du côté de la Belgique, on a Eric qui est du côté du Sud. Est-ce que du coup, vous voyez déjà sur ces dernières années, Eric et Mathieu, ce changement climatique
sur ces captages d'eau finalement? Ça se ressent, Eric? Alors, déjà, ouais. c'est toujours difficile de faire le lien direct entre ce qu'on observe avec les variabilités qu'on a entre chaque année. Hein. On a des cycles d'années plus sèches, des cycles d'années plus humides. C'est comme ce réchauffement, on voit que ça a tendance à monter. Voilà, le réchauffement global de la planète, il est clair, il est visible. Voilà. Après, les incidences de ce changement climatique au niveau local, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on a le GIEC qui va nous parler plutôt de l'échelle mondiale. On a des groupes régionaux, là, comme le GREC Sud, là, qui travaillent sur l'incidence du changement climatique sur notre secteur provençal. Et puis, voilà, on a ce genre de choses. Après, ce qu'il faut bien penser, c'est que il y a la quantité d'eau qui tombe, ça c'est une chose, mais après, c'est quand est-ce qu'elle tombe et de quelle manière est-ce qu'elle va tomber sur un territoire. Dans le sud de la France, on sait que globalement, on va vers une aridité qui va être un peu plus importante. Dans le nord de la France, on va être a priori plutôt vers une augmentation de la précipitation moyenne annuelle. Est-ce que c'est ce qui est constaté par exemple du côté de la Belgique? Alors, oui. C'est là, il faut toujours faire le lien entre ce qui tombe à un instant donné et puis les grandes tendances. Juste pour finir sur le sud, là, effectivement, dans le sud de la France, on a eu une succession d'années particulièrement sèches. On a régulièrement, plus ou moins tous les 10 ans, une période de 1, 2, 3, 4 années particulièrement sèches qui vont causer des problèmes. Et qui vont causer des problèmes parce que la recharge, elle se fait à un moment où il y a la végétation qui est présente et du coup, cette recharge, elle va être plus faible ou bien on va avoir une pluviométrie qui va être plus faible. Et on va effectivement avoir des territoires assez importants qui vont avoir des vrais problèmes de quantité d'eau pour les captages d'eau potable, par exemple. Donc ça, c'est vraiment une problématique. Puis après, on a des années qui vont être un peu plus confortables. Actuellement, la région de Perpignan est encore on avait un auditeur qui nous en a parlé. Voilà. C'est très critique par là-bas. Ouais. On est encore en très grosse sécheresse, même si depuis le mois d'octobre, il pleut et ça commence à se recharger. Mais on a eu un tel déficit avec des nappes qui parfois réagissent très vite quand il pleut, puis d'autres qui ont une réaction qui est beaucoup plus lente. Et dans ce secteur là-bas, les nappes qui ont un temps de réaction qui est très lent commencent à peine à remonter un petit peu, donc ils sont encore en situation extrêmement grave, un petit peu moins que l'année dernière, mais ils en ont pour plusieurs années avant d'aller mieux avec une pluviométrie normale. Et même les nappes qui sont réactives, elles commencent à remonter, mais elles sont encore aujourd'hui en gros déficit sur ce territoire-là. Ouais, donc c'est pas si simple, effectivement. Il y a une histoire de saisonnalité aussi. Puisqu'on est dans les... Oui, Mathieu ou Alice? Je crois entendre qu'Alice souhaitait parler, non? Non, merci. Non, ok. C'est parfait. Aux effets du changement climatique. Alors, il y a les effets du changement climatique en lui-même qui vont peut-être accroître la pression directe sur les ressources, mais il y a après la façon dont nous, humains, on va réagir à ce changement climatique et quelles mesures on va prendre pour compenser, entre guillemets, soit une plus grande chaleur, soit des événements extrêmes qui vont être de plus en plus marqués et peut-être de plus en plus fréquents aussi. Donc Mathieu, du coup, du côté de la Belgique, ça se passe à peu près un petit peu comme Eric le dit, ce sentiment de réchauffement climatique. Est-ce que ça se voit Ce qu'on a observé sur la dernière décennie, c'est que à plusieurs reprises, on est passé quand même sous des seuils relativement critiques en termes de disponibilité des eaux souterraines. Et ça s'est aussi matérialisé par parfois des sécheresses visibles sur des eaux de surface. Donc même vraiment dans la Belgique et le nord de la France, c'est clairement des choses que vous ressentez aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Encore une fois, donc ces grandes tendances, c'est compliqué de les voir, parce que voilà, il faut vraiment des décennies pour vraiment objectiver que véritablement on a cette baisse. Mais on s'est rendu compte quand même sur cette dernière décennie qu'il y a déjà eu quand même des effets notables de sécheresse, avec aussi des plans, des plans sécheresse, si je puis dire, par certains producteurs d'eau potable notamment. En Belgique, on a notamment la région wallonne, donc la partie sud francophone du pays, qui est un gros producteur d'eau pour l'ensemble du pays,
qui est quand même, qui dispose de stocks assez considérables d'eau souterraine, donc qui est en capacité de fournir beaucoup d'eau dans un pays qui est quand même assez dense en population, et donc les besoins sont assez élevés. Il y a aussi pas mal d'agriculture qui prend de l'eau, enfin, un petit peu. Et donc, on a vu quand même certains producteurs d'eau qui se sont posé la question dans les années 2022-2023, donc c'est très récent, de se dire, bon là, on atteint quand même un niveau historiquement bas. Faudrait quand même pas que ça continue, et si ça continue, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, heureusement, les 2 dernières années ont été plutôt très positives avec des recharges assez conséquentes. Donc là, on est sur des niveaux historiquement hauts, et donc ça donne l'impression que tout va bien et que c'est OK, on est revenu à un bon niveau, et c'est bon. Mais on sait très bien que cette tendance, elle est là, c'est vraiment une tendance de fond, une lame de fond, et qu'on va gentiment mais sûrement repartir à la baisse, et qu'à un moment donné, il y aura des sujets de manque d'approvisionnement, enfin en tout cas de politique à déployer pour peut-être des nouveaux captages, pour revoir certains usages à la baisse. On parlait de l'agriculture. Alors, bon, dans le nord de la France, en Belgique, il y a beaucoup moins d'irrigation que peut-être dans le sud, mais mine de rien, il y a quand même toute une série de choses, de variables d'ajustement sur lesquelles on peut jouer pour baisser la consommation, la production d'eau souterraine, et voilà, faire en sorte de pérenniser au maximum, de s'adapter aussi à cette nouvelle donne qui est le changement climatique, et qui a tendance malheureusement à s'empirer, vu ce que l'être humain fait du point de vue des émissions de CO2. Et donc, si on parle de changement climatique et d'irrigation, quels sont les impacts les plus visibles, Jost? Oui, parce qu'on a un petit peu en Belgique, c'est quand même grosso modo, mais les modèles. Pour les années à venir, on pense que grosso modo, la pluviométrie va rester à peu près la même, mais il y a plus de variations entre les différentes années. On va avoir plus d'années sèches et après des années humides. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on commence à regarder de plus en plus vers des solutions de stockage, soit souterraines ou quand même barrages ou bassines, ou toutes les choses qu'on n'aime pas trop dire, mais bref, on y regarde. Voilà, là, ça va rester stable, mais on aura le plus de problèmes avec ces grandes extrémités intra-annuelles. Alors, on va avoir d'énormes pluies en hiver qui vont pouvoir permettre cette recharge dont on parle. Et après, durant l'été, on va avoir des périodes, des pics de 2 ou 3 semaines de sécheresse, probablement aussi aux périodes où les cultures sont les plus sensibles à des sécheresses comme ça. Alors, des irrigations s'imposent, ou soit c'est vraiment perdre toute la récolte ou un investissement qui était initialement fait. Alors, et à ce moment, qu'est-ce que c'est le plus facile quand on n'a pas de stockage ou une agriculture ou une agroécologie ou une agriculture un petit peu plus respectueuse pour les écosystèmes? Bah oui, on va forer. Oui, effectivement. Oui. Quelles stratégies, par exemple, d'adaptation peuvent être adoptées pour protéger finalement ces aquifères face au changement climatique? Alice, peut-être? En Australie, ça fait des années ils ont mis au point la technique de recharge artificielle, c'est-à-dire augmenter la disponibilité d'eau douce en infiltrant de façon avec une injection d'eau, disons, propre, entre guillemets, dans les nappes pour les reconstituer. Le rôle aussi de la végétation est fondamental et important. La déforestation, bien évidemment, a un impact immédiat sur le recharge des nappes et des aquifères. Et bien évidemment, c'est fondamental de considérer, quand on parle de changement climatique, cette année, par exemple, c'est l'année des Nations Unies, ils ont décrété 2025, l'année des glaciers. Parce que il y a une évidence mondiale de la fonte des glaciers.
Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que il y a bien évidemment immédiatement une recharge des eaux souterraines, vu la quantité plus importante des fontes des glaciers qui peuvent infiltrer, mais sur le long terme, du moment où la masse glaciale sera de plus en plus moindre, cette infiltration viendra nous manquer. Un exemple, c'est la mer d'Aral. La mer d'Aral en Asie centrale, qui a été une mer d'une large surface, maintenant n'existe pratiquement presque plus, parce que les deux grandes rivières internationales transfrontalières, la Mourdaria et la Sirdaria, en effet, sont de plus en plus, ils étaient directement remplis par les eaux souterraines, de moins en moins de fontes des glaciers et une utilisation de l'eau souterraine très importante. Ça fait que, bien évidemment, cette eau de la mer d'Aral s'est asséchée. Comment il faut éviter, bien évidemment, de perméabiliser le sol et là maintenant aussi, je pense aux inondations qu'ils ont touché la France de façon assez catastrophique dans ces jours, notamment quand l'alternance de périodes sèches et des périodes humides commence à changer, à être de plus en plus rapide, de façon à ne pas pouvoir immédiatement faire face à ces changements rapides. Du moment où il y a eu des périodes de pluie intenses, comme c'est passé à la fin 2024, et maintenant, dans certaines régions, par exemple en France, ça veut dire que les nappes étaient rechargées, bien rechargées. S'il y a un surplus d'eau de pluie et un ruissellement important à niveau superficiel, cette eau ne peut pas s'infiltrer parce que les nappes sont déjà bien chargées, ne peuvent pas infiltrer encore plus d'eau. Et voilà, ça c'est vraiment les impacts qu'on devra considérer pour le changement climatique. Le changement du cycle hydrogéologique, de la fréquence non stationnaire, de la fréquence des cycles qui va se devenir de plus en plus vite et imprévisible. Et ça, c'est un des plus grands problèmes sur lequel il faudra absolument se pencher. Clairement, oui. Mais soi-disant, les eaux souterraines les aquifères profonds en particulier, sont un moyen d'adaptation au changement climatique, justement parce qu'ils sont des réserves de stockage d'eau. Si on arrive à pouvoir les gérer de façon intelligente, ils peuvent bien évidemment nous aider dans des périodes critiques. Effectivement. Et si on... Très très clair, merci Alice. Jost, si on revient un petit peu sur finalement les techniques d'irrigation, quelles sont les techniques aujourd'hui qui sont peut-être les plus adaptées pour réduire la consommation d'eau dans ce contexte de changement climatique ? Oui, le plus adapté, c'est de loin voilà, ce qu'on appelle ces systèmes de goutte à goutte qui ont été inventés à l'époque par les Israéliens, et on en parlait beaucoup à l'époque. Voilà. Avant, c'était un désert, maintenant, il arrive à pousser un petit peu tout sur ce désert, parce qu'avec les gouttes à gouttes, l'idée, c'est on va emmener vraiment des gouttes d'eau, vraiment carrément le plus proche de la plante. Quand on va parler des besoins en eau des cultures, on dit toujours évapotranspiration. Il y a la plante qui transpire, et là, il y a l'évaporation, c'est toutes les pertes d'eau que tu as autour de la plante. Alors, avec des mauvaises irrigations, soit quand on arrose trop ou quand c'est des irrigations gravitaires par inondation, on a plus de pertes, vraiment parce que l'eau qui va évaporer, qui ne sera pas du tout utile pour la plante. Après, on peut dire ça rentre quand même de nouveau dans le cycle de l'eau et tout. Mais avec ces gouttes à gouttes, là, on parle quand même d'une efficacité de 95%. Alors, à peine des pertes d'eau parce qu'on mène vraiment la dose nécessaire directement à la plante. Et en plus, un autre très grand avantage avec ça, on peut le combiner avec
des fertilisants, qu'on va appeler à ce moment de la fertigation. Alors, on mène voilà, ce qu'on n'aime pas dans l'agriculture, le NPK et tout, mais à des très petites doses, vraiment à travers ces gouttes. Et alors là, presque tous ces nutriments sont pris par les plantes. Alors même après, quand il y a des grosses pluies ou des choses comme ça, on n'a presque plus des percolations profondes de ces substances qu'on ne veut pas avoir dans les nappes. Alors plus économe en eau et quand même quelque part mieux aussi pour appliquer des substances qu'on ne souhaite pas. Et des fois, on entend parler de la recharge artificielle des aquifères. Est-ce que ça peut contribuer à une meilleure gestion de l'eau ? Oui. On voulait aborder, revenir du coup en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour aborder cette question. Irrigation, oui. Voilà, irrigation. C'est vrai que le goutte à goutte, ça peut effectivement être intéressant. Après, il faut voir dans quel territoire, dans quel sol, etc. Parce que si on prend l'exemple, le goutte à goutte, par exemple, effectivement, si on n'apporte que ce qui est nécessaire à la plante pour le moment, en fait, c'est aussi le sol finalement qu'on assèche, parce que le sol, c'est aussi une réserve en eau, même si c'est pas un aquifère peut-être à proprement parler, mais c'est ce qu'on appelle l'eau verte. En fait, et c'est quand même aussi une ressource, une réserve importante en eau. Et puis après, pour aller plus loin sur d'autres façons de faire qu'on peut avoir ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a beaucoup de transferts d'eau en fait dans notre région, c'est-à-dire des eaux qui sont prises dans un territoire et qui sont envoyées dans un autre territoire. Et un exemple assez frappant dans notre région, c'est le cas de la nappe de la Crau, donc dans les Bouches-du-Rhône, où en fait cette nappe, le territoire est irrigué aujourd'hui grâce à de l'eau de la Durance. Il est irrigué en gravitaire, donc c'est-à-dire qu'on envoie une lame d'eau sur le sol et puis petit à petit ça s'infiltre. Et cette eau qui s'infiltre justement, elle vient recharger la nappe de Crau. À savoir aussi que la Crau, c'est l'ancien delta de la Durance. Donc, c'est-à-dire que la Durance, il y a un certain nombre d'années de ça, elle se jetait directement dans la mer. Et elle a laissé cette plaine de Crau, son ancien lit et une nappe qui est en dessous. Et donc, aujourd'hui, cette nappe, finalement, elle est de nouveau irriguée par l'eau de la Durance, mais de façon artificielle, pour le coup. Et en revanche, elle est, cette réalimentation artificielle, d'une certaine façon, de la nappe de Crau est très importante parce que, du coup, c'est aussi une nappe qui alimente 300 000 habitants, je crois, en eau potable. Donc en fait, on a besoin maintenant de cette irrigation gravitaire. Et si on change l'irrigation gravitaire de la Crau, on n'a plus cette recharge de nappe, et en tout cas, on l'aura plus à l'échelle, à la hauteur dont on en a besoin aujourd'hui pour d'autres usages. Oui, là, on est sur un système d'irrigation qui est extrêmement ancien. Hein. On parle de plusieurs siècles d'usage de ces canaux. On est sur des territoires qui étaient secs, qui, grâce à cette irrigation, on a des territoires qui sont cultivés, qui sont cultivables toute l'année, avec la production des foins de Crau qui ont une grande renommée internationale. Quelque part, c'est la recharge artificielle de la nappe. On amène de l'eau de manière excédentaire qui viennent inonder des terrains. Les plantes profitent au passage d'une partie de l'eau, mais une grande partie de cette eau qui est excédentaire va s'infiltrer plus en profondeur et vient recharger la nappe. C'est des systèmes donc anciens qui permettent à cette nappe d'exister, qui permettent à toute une série de zones humides de très grande importance, des zones naturelles qui sont protégées, d'exister grâce justement à cette nappe qui vient après affleurer en surface. Voilà. On a des grands marais qui sont avec une importance internationale. Ce système d'arrosage excédentaire qui vient recharger la nappe, alors ici c'était fait de manière un peu involontaire de recharger la nappe, mais on a d'autres endroits dans le monde, donc en Amérique latine, où on a des systèmes de canaux qui font de l'irrigation gravitaire et qui ont permis justement d'avoir un transfert d'eau vers les eaux souterraines et donc un stockage protégé de l'évaporation dans le sous-sol grâce à ça. Dernièrement, dans la région de Toulouse, en France, il y a eu des expériences volontaires de dérivation de canaux d'irrigation pour arroser un certain territoire, pour justement permettre d'avoir un afflux d'eau dans les aquifères qui se déplacent doucement et qui permettent d'avoir des hautes eaux au niveau des captages qui alimentent Toulouse à la période où habituellement on était en période de sécheresse.
Donc ça, c'est une manière aussi de gérer le stockage d'eau dans le sous-sol grâce à ces systèmes d'irrigation gravitaire. Donc, je dis pas qu'il faut que c'est ça la bonne idée partout. Hein. Le goutte à goutte est à beaucoup d'endroits une très bonne solution pour limiter les prélèvements, mais l'eau qui est prélevée et qui est mise sur les terrains en excès n'est pas perdue pour tout. Ce qui est vraiment une perte, c'est quand on voit dans notre région ensoleillée avec le Mistral qui souffle des canons d'aspersion qui, à midi, viennent arroser les nuages parce qu'il n'y a rien qui retombe au niveau du sol. Là, c'est une perte directe de l'eau qui est prélevée dans le sous-sol, effectivement. Oui, on a une question d'une auditrice, Sylvie, de Changer, un village qui est à côté du Mans, qui nous dit qu'elle souvent elle se pose la question des produits qu'on met tout simplement dans les toilettes, dans l'évier, tous les produits chimiques domestiques en somme, à quel point tout ça, ça peut contaminer la pratique. On en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est de la contamination directe. Il faut pas faire ça. Tout dépend du devenir de l'eau des toilettes. Donc, tout ce qu'on met dans les toilettes et dans les réseaux d'égouts, ça va normalement dans une station d'épuration où en théorie, où c'est filtré. Alors, quand c'est des maisons qui sont isolées, généralement il y a un système d'assainissement autonome avec un traitement de l'eau qui est fait sur place. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait un traitement de ces eaux usées. Ce traitement va permettre d'éliminer une bonne partie de la charge organique, de la charge bactérienne. On va avoir une épuration comme ça. Donc en théorie, on peut peut-être supposer que l'eau va retourner de manière propre dans les nappes. Il y a une certaine filtration qui est faite. Ouais. Alors il y a la partie traitement, puis après il y a la filtration et l'auto-épuration naturelle dans les terrains. Donc sur lequel, heureusement que la nature est bien faite et qui permet justement. Oui, on voit aussi des, par exemple, je pense, ça me passe par la tête comme ça, on voit des piscines naturelles où l'eau est filtrée de manière naturelle par les plantes. Donc ce qui vient filtrer, c'est les bactéries qui sont fixées aux plantes. Ou les bactéries qui sont fixées aux grains. Donc la nature est capable finalement peut-être de refiltrer ces quelques produits qui pourraient rester résiduels dans les eaux usées. C'est là où tout dépend des produits. Oui, Anne-Lise, ça dépend des produits. On parle quand même de certains polluants qu'on dit éternels, c'est pas pour rien. Ouais, s'ils sont éternels, c'est qu'effectivement. Ouais. Et les PFAS ne sont pas dans la cuisine de chacun, enfin pas dans les toilettes de chacun. Par contre, en théorie, c'est clair que des pollutions industrielles avec certains produits très polluants, plus ou moins biodégradables, voilà, ça c'est une autre problématique. Ce qu'on met dans ces toilettes, si c'est correctement traité, ne pose pas de problème majeur à la qualité de la ressource parce que justement, il y a cette épuration naturelle. Très bien. Eh bien, on va attaquer tout de suite la seconde partie de notre émission. Faut qu'on en parle, seconde partie. Quelles sont les meilleures pratiques et les solutions les plus prometteuses ? Chacun d'entre nous peut contribuer à la préservation des nappes phréatiques. Quels gestes quotidiens adapter ? Quels sont les efforts collectifs à privilégier ? Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, est-ce que tu as quelques chiffres concernant les solutions et la gestion des eaux souterraines ? Oui, en matière de gestion et de préservation des eaux souterraines, plusieurs solutions concrètes sont déjà mises en œuvre ou envisagées. Par exemple, la recharge artificielle des aquifères, utilisée dans certaines régions, qui permet par exemple de réinjecter des millions de mètres cubes d'eau dans les nappes phréatiques pour compenser les prélèvements excessifs. En France, on a environ aussi 13 000 points de surveillance qui sont répartis sur le territoire pour mesurer en temps réel la qualité et le niveau des nappes. Dans l'agriculture, la transition vers des pratiques plus durables, comme l'irrigation goutte à goutte, Just en a parlé tout à l'heure, peut réduire la consommation d'eau jusqu'à 50% par rapport aux méthodes traditionnelles. Les réseaux d'assainissement modernisés, en rapport justement avec ce qu'on disait juste avant, aident notamment pour éviter les pertes, et ça peut permettre carrément de récupérer jusqu'à 20% des volumes actuellement perdus. Et concernant le recyclage des eaux ? Eh bien, il pourrait augmenter de 15% d'ici 2030 grâce à des projets qui permettraient de réutiliser ces eaux pour l'irrigation ou d'autres usages non potables. Ces chiffres montrent qu'avec des politiques adaptées et des innovations technologiques, il est possible de protéger cette ressource essentielle pour les générations futures. Et pour continuer cette émission, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75.
Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Martine de Metz dans l'Est de la France. Je sais qu'il est possible de recharger les nappes artificiellement. Ça montre qu'il y a des solutions possibles. Stéphanie de Nice, on devrait davantage sensibiliser les agriculteurs et les industriels à adopter des pratiques plus responsables. Franck du côté de Bordeaux, c'est rassurant de voir qu'on surveille les nappes avec des points de contrôle. Mais est-ce réellement suffisant ? Baptiste de Toulouse, la coopération internationale sur les aquifères transfrontaliers est essentielle, sinon chacun va puiser sans limite. Alors parlons maintenant de solutions à mettre en œuvre pour protéger les nappes et les aquifères. Quelles actions sont menées pour protéger ces réserves d'eau douce concrètement aujourd'hui ? Annelise, des idées peut-être ? La première réponse qui me vient, alors je ne sais pas si c'est vraiment mis en œuvre à 100%, oui, mais déjà la sobriété. Commençons par ne pas consommer. On parle de sobriété énergétique, on parle aussi de sobriété d'eau finalement, de oui, ressources. complètement. Voilà. En fait, il faut être sobre partout. Voilà. Mathieu, par exemple, peut-être une idée sur le sujet ? Moi, effectivement, je rejoins tout à fait la sobriété. Hein, ça, c'est vraiment le plus, enfin, ça me paraît le plus important de revoir un peu la priorisation des usages qu'on fait de l'eau souterraine. Voilà, le sujet de l'agriculture. Je suis pas expert du sujet. Je pense que Jost l'est beaucoup plus ici. Mais en effet, de pouvoir, quand moi aussi j'observe de l'irrigation en plein été à midi sur des champs de maïs dans le sud-ouest de la France, d'où je suis originaire, ça me questionne un petit peu. Il y a peut-être un véritable sujet, notamment quand on voit la proportion des débits annuels qui sont vraiment captés pour les usages agricoles. C'est quand même vraiment très élevé. Alors l'agriculture, c'est super important, bien évidemment. Oui, mais il faut irriguer correctement, effectivement. On dit quand les gens arrosent à midi en plein été, enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Il y a énormément de pertes. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire. Ça n'a peut-être pas de sens de le faire à ce moment-là. Ça n'a peut-être pas plus de sens de faire pousser des cultures qui sont extrêmement gourmandes en eau. C'est ça aussi, c'est que peut-être peut-être qu'avec le réchauffement maintenant, il y a peut-être des cultures qui doivent migrer, ne plus se faire aux endroits où elles se faisaient avant. Tout à fait. Et le maïs, c'est probablement une des cultures qu'il faudrait peut-être abandonner. Je ne sais pas, je crois. Jost, un avis sur tout ça ? Oui, ce que moi j'aime bien, mais c'est les petits gestes. Et ce qu'on oublie de temps en temps, c'est qu'on a maintenant sur les toilettes les doubles chasses, la petite dose et la grande dose. Il y a 20 ou 30 ans, ça n'existait pas. On ne se posait pas de questions. Alors, ça rentre un petit peu dans la sobriété et changer la demande. Et de nouveau, l'histoire des toilettes dont on parle tantôt. Moi, je trouve ça un petit geste et je m'imagine avec les années à venir. Je ne veux pas être pessimiste. Il y a plein d'autres de ce petit geste qui vont venir et ils doivent venir et ils vont faire une différence là. Il y a des choses assez basiques, des choses qui sont arrivées, par exemple les mousseurs, c'est ça, ou les aérateurs sur les robinets. Oui, d'eau, voilà, oui. Ce genre de choses. Donc ça devrait être des choses qui devraient être finalement imposées un peu partout. Et qui ne changent pas la qualité de vie. Oui. Eric ? Je dirais que ça, c'est des gestes de bon sens. Après, ça reste des petits gestes. Le gros de ce qu'il faut faire sur la gestion de l'eau, c'est pas chez les particuliers, au fait. Ça, c'est super, hein, mais voilà. Si on a l'impression qu'en faisant ça, c'est-à-dire on a résolu le problème, là, on se trompe complètement. C'est pas ça du tout les enjeux. Travailler justement sur l'imperméabilisation des sols. En fait, ce qu'il faut, c'est favoriser le ralentissement du cycle de l'eau. Il faut que l'eau, on l'infiltre le plus en amont possible, qu'elle soit sous terre pour être moins évaporée et qu'elle ait un parcours. Elle est stockée finalement. Voilà, mais que ça soit, les eaux souterraines, c'est le meilleur stockage de l'eau sur les continents. Et plus on va stocker en amont, plus on va pouvoir avoir des usages qui sont préservés en aval. Donc la priorité, elle est là. La recharge artificielle des aquifères, on en a parlé, c'est très bien quand on n'a pas d'autre solution, quand on est déjà dans une situation dégradée. Et c'est très bien. Presque du dernier recours, finalement. Je dirais que c'est le remède final quand il n'y a plus d'autres solutions. Aucune. Voilà. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est avant qu'on ait besoin de faire une recharge artificielle, favorisons la recharge naturelle. Évitons justement de favoriser le ruissellement par l'anthropisation
exagérée du territoire. Voilà. Quand on construit un parking, et si on récupère pas l'eau de pluie, de ruissellement pour l'infiltrer sur place, ben on a loupé un truc. C'est presque comme un parallèle avec l'habitation, entre la climatisation et le chauffage, il faut peut-être d'abord s'occuper de l'isolation finalement. Exactement. C'est clairement ça. On entend souvent que la déforestation peut être une des causes qui affectent les recharges des nappes. Est-ce que du coup des programmes de reforestation peuvent contribuer à la recharge de ces dernières ? Alice, peut-être ? Alice, peut-être ? Oui, absolument. C'est celle on parle d'eau bleue et d'eau verte. Et l'eau verte est l'eau qui est captée par la végétation, par les feuilles, par les arbres, par les racines. Et c'est en quantité d'eau très, très importante. Et bien évidemment, si cette quantité d'eau vient être supprimée parce qu'on déforeste, parce qu'on enlève cette couverture végétale, c'est une énorme quantité d'eau qu'on enlève sous le terrain et que pourra plus s'infiltrer. Alors là, j'aimerais juste apporter une petite une approche un peu plus complexe, parce que on entend beaucoup de choses par rapport à la déforestation, par rapport à la reforestation. C'est là où il faut vraiment prendre en compte le territoire. Il y a des territoires où le fait de replanter de la forêt va réduire la recharge des aquifères, parce que justement, on va augmenter l'interception des pluies par la végétation, et du coup, l'eau va moins s'infiltrer. Il y a des territoires où c'est un peu l'effet inverse. Quand on parle de la forêt amazonienne, c'est pas la même chose que quand on parle de la forêt sur la petite montagne d'à côté. Donc, bien sûr. C'est très complexe. Il n'y a pas de vraie vérité qui marche partout. Alors ça, dans les ressources en eau, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, c'est vraiment à adapter à chaque fois au contexte local, aux roches qu'on a sur place, à la topographie, à l'occupation des sols. La reforestation systématique n'est pas la bonne idée partout. Même, il y a beaucoup de territoires où c'est négatif par rapport aux eaux souterraines. Mais ça peut être positif pour d'autres choses. Donc après, tout est une question d'équilibre, tout est une question d'adaptation de la solution à la problématique qu'on rencontre sur place. Bien évidemment, la déforestation, de toute façon, est négative dans des endroits qui ont où c'est assez important. Et il y a une rôle historique qu'il y a comme en Amazonie ou d'autres endroits de ce style. De toute façon, c'est vraiment un problème de gestion du territoire. Tout la gouvernance de l'eau, la gestion et les politiques de l'eau, la gestion du territoire, mais la gestion aussi de celle qui est l'économie d'un territoire, l'économie productive. On devra regarder et on devra changer beaucoup de la façon de concevoir notre stratégie économique et de développement. Bien évidemment, la France, mon travail aux Nations Unies m'a permis, bien évidemment, de pas vraiment de regarder que la France ou de la regarder très peu, parce que la France est quand même assez très bien lotie, soit en eau de surface qu'en eau souterraine. Mais l'énorme problème, et c'est pour ça que quand on parle de cycle de l'eau et quand on parle de changement climatique, il faut aussi considérer qu'on est vraiment très interdépendants. C'est pas que notre petit territoire. Le changement est fondamentalement global et on en paye tous la conséquence. Mais il y a des territoires où la gestion de l'eau souterraine n'existe pas. Et ça aura un impact sur nous parce que il y a, par exemple, tout le problème d'eau virtuelle, des échanges, d'exportation d'eau, de production de matières premières et des matières secondaires déjà qui se fait dans le monde, qui dépend de l'eau. Et ces eaux virtuelles circulent. Malheureusement, on est dans un monde très, très interdépendant et tous ces changements de politique sont fondamentaux
Il faudra vraiment faire très attention. Mais c'est évident que la gestion du territoire à niveau local est, est fondée sur la connaissance exacte de la situation géologique, hydrogéologique et de la gestion des terrains qui sont en considération. Alors, tout change d'un lieu à l'autre, bien évidemment. Alors justement, Eric, peut-être, quels conseils tu donnerais aux collectivités locales pour gérer durablement leurs ressources en eau souterraine? Ben, la première des choses, c'est de la connaître. En premier, il faut savoir vraiment comment ça se passe. Alors, la première des choses, c'est le travail géologique. Hein. Quels sont les terrains qu'on a en dessous? Quelle est la forme de ces terrains? Quelle est l'histoire de ces terrains? Comment ces terrains peuvent stocker de l'eau? Comment l'eau va circuler à l'intérieur? Comment ça va se passer? D'où elle vient? Où est-ce qu'elle va? Comment elle est prélevée? Comment elle se recharge? C'est vraiment la première notion fondamentale. Et ce qu'on observe, alors je vais parler essentiellement de ce qui se passe en France, hein, on a parfois eu un niveau de connaissance important du fonctionnement des nappes et on a beaucoup d'informations parfois un peu anciennes qui n'a pas forcément été toujours mise à jour et qui fait l'objet d'un suivi parfois un petit peu trop espacé ou un peu trop global pour pouvoir comprendre les évolutions au niveau local. C'est important d'avoir des points de mesure, c'est important de savoir comment est-ce que les choses évoluent. On sait qu'on a des territoires qui sont en mutation profonde, des endroits où il y a encore 50 ans ou même 30 ans, on n'était que dans des surfaces agricoles avec une irrigation donc l'irrigation à l'arrêt, donc l'irrigation gravitaire avec une recharge importante des nappes par l'irrigation. Et aujourd'hui, à la place, on a des zones d'activité, on a des parkings, on a des prélèvements qui parfois sont très importants pour différents usages. Donc forcément, les écoulements souterrains évoluent. Et là, je parle que des aspects quantitatifs. Quand en plus on rajoute la pression, de la pollution, des activités agricoles, des activités industrielles, des activités domestiques, des transports routiers, etc. Eh bien, on peut avoir un peu sur n'importe quel point du territoire une pollution qui apparaît, soit une pollution chronique, soit une pollution accidentelle. Et c'est important de savoir où est-ce qu'elle va, à quelle vitesse. Est-ce que la nappe qui va se retrouver en aval de cette zone polluée, est-ce qu'il y a des usages particuliers? Est-ce qu'il y a un captage d'eau potable collectif? Est-ce qu'on a un certain nombre de maisons isolées où chaque famille va avoir son petit forage et va consommer cette eau? Donc voilà, la première des choses, c'est connaître son territoire. Et après, il faut réfléchir sur quelles sont les zones sur lesquelles il ne faudrait pas d'activité polluante. Parce que c'est des zones qui sont plus importantes. Et là, il y a des démarches d'études sur les ressources stratégiques qui sont mises en place. Il y a des périmètres de protection autour des captages pour essayer de se prémunir d'un certain nombre de polluants ou de risques de pollution sur le captage d'eau potable. Voilà, il y a tous ces aspects-là. Et après, il y a les aspects quantitatifs. Il ne faut pas oublier que les rivières et les nappes sont intimement liées. Il ne faut pas oublier que les zones humides sont intimement liées principalement aux eaux souterraines, mais aussi aux rivières. Et ça, on oublie bien souvent de prendre en compte le fonctionnement des eaux souterraines dans l'ensemble de ces systèmes. Très très clair, merci beaucoup Eric. On en parlait en première partie de l'agriculture, donc concernant les menaces environnementales. Nous cherchons donc des solutions pour la gestion de l'eau. On peut se demander un petit peu comment on peut concilier finalement ces besoins agricoles, ces besoins industriels domestiques, tout en préservant les milieux aquatiques. Jost, peut-être une idée sur le sujet? Oui. Non, honnêtement, c'est ce qui se passe un petit peu en agriculture. Quand il y a des pénuries d'eau, alors il y a priorité pour l'eau potable et l'industrie. Et c'est un petit peu l'irrigation, l'agriculture qui paye finalement toujours la facture finale. Alors, voilà comment les faire travailler ensemble. Nous, on travaille aussi un petit peu, mais surtout dans les pays au sud, avec cette notion nexus eau-énergie.
alimentation, comme on dit, où on essaye de trouver des synergies ou une sorte de dénominateur commun parce que l'énergie va demander aussi plus d'eau, l'agriculture va demander plus d'eau. Alors, non, je ne peux pas donner une réponse tout de suite comme ça, non. Annelise, oui. Ouais, je voulais réagir. Pour moi, c'est quand il y a des problèmes de pénurie d'eau, c'est surtout les milieux qui trinquent plus que l'agriculture, mais bon, c'est un autre débat. Parmi les solutions, enfin, alors, il n'y a pas une solution. Une fois de plus, ça va être un ensemble de solutions à rechercher par territoire, selon des enjeux à la fois environnementaux, mais aussi sociétaux et économiques. Et sur la hiérarchie des usages, clairement, il y a des choses à faire. Alors, on a une loi qui nous dit, enfin, en tout cas en France, on a la loi qui nous dit priorité à l'eau potable. Ensuite, numéro 2, c'est les milieux. Numéro 3, c'est les usages économiques. Mais dans les usages économiques, il n'y a pas de hiérarchie entre ces différents usages. Et du point de vue de nos associations, France Nature Environnement, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a quand même une petite idée d'usages qui nous paraissent un petit peu plus vitaux, y compris pour nous humains, que certains autres. Et typiquement, je pense à une agriculture vivrière. Pour nous, c'est davantage vital que des piscines ou que laver son yacht en plein été ou des choses comme ça. Mais c'est des choses qui se voient encore. Et en fait, cette question de l'eau, c'est des choix de société. On parlait tout à l'heure des gestes que chacun peut adopter. On parlait d'eau virtuelle, et en fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est typiquement là, au niveau du citoyen, on peut déjà agir par nos choix d'achat. Par nos choix de consommateurs, et en fait en privilégiant une agriculture locale, en faisant attention aux vêtements qu'on achète, comment ils sont produits et à les user jusqu'au bout. Enfin voilà, il y a déjà plein de gestes qui sont peut-être petits à nos échelles, mais peut-être qu'en s'y mettant tous, on arrivera à des résultats un petit peu plus probants que ce qu'on voit pour l'instant. Mais typiquement, il faut vraiment regarder à l'échelle individuelle quand même, et se dire bon, moi, je vais peut-être pas aller laver ma voiture, faire des choses comme ça. Alors, il y a des choses faut devenir responsable en fait. Il faut qu'on nous auto-responsabilisions chacun à notre échelle individuelle. Et pas attendre qu'il y ait des arrêtés préfectoraux qui disent là, vous n'avez plus le droit de laver vos voitures, pas le droit de remplir les piscines. Effectivement, on n'est pas obligé de les attendre, on peut les anticiper. Et puis après, il y a quand même aussi effectivement des réflexions collectives à avoir. Et les deux échelles sont imbriquées et sont nécessaires en fait. Tout seul, on n'y arrivera pas. Mais ici et en même temps, enfin voilà, il faut à la fois des gestes collectifs et à la fois des gestes individuels. Très bien, effectivement. Comment les techniques agricoles durables peuvent-elles aider finalement à protéger ces nappes phréatiques? Y en a-t-il déjà? Et on a parlé goutte à goutte, par exemple, ou est-ce qu'il y a des politiques spécifiques? Alors, des politiques spécifiques, oui, peut-être que l'UNESCO pourra me compléter plus efficacement, mais non, mais je pense spontanément à l'agriculture de conservation des sols, par exemple, où effectivement on va vers des choses qui se rapprochent davantage d'un fonctionnement plus proche de ceux des milieux, en fait. Il y a après tout ce qui est couverts végétaux, enfin on en a parlé encore ce matin avec des collègues. Oui, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites, mais après voilà, je suis pas agricultrice, donc on va peut-être pas me reconnaître la légitimité pour en parler. Je ne cache pas qu'on a essayé d'en inviter, personne n'a voulu venir. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont peur. Parce qu'il n'y a pas une agriculture, il y a plein d'agricultures. Il y a des gens qui sont extrêmement investis pour la préservation de la nature, la préservation de la ressource, etc. Puis d'autres, ils s'en foutent un peu. C'est pas ça leur problématique. Leur problématique, c'est d'arriver à survivre jusqu'à l'année d'après. Il y a des gens où c'est vraiment cette situation-là. Puis il y en a d'autres, c'est plus une gestion de portefeuille. Donc, voilà, il y a plein d'agricultures différentes. Mais la première des choses, je dirais que vraiment, c'est important comme on l'avait dit déjà tout à l'heure, de favoriser l'infiltration locale, donc faire du labour dans le sens de la pente, déjà c'est quand même pas la meilleure idée, ne serait-ce que pour la préservation des sols aussi, la recharge, la préservation des sols, des nutriments et tout ça. Le couvert végétal, il y a des territoires qui sont très secs, sur lesquels il y a des expérimentations très intéressantes, où justement on préserve un couvert végétal pour éviter un réchauffement des sols, pour éviter un dessèchement du sol et pour que la culture finalement supporte mieux la sécheresse et n'ait pas besoin d'irrigation. Voilà. Ce que disait Mathieu tout à l'heure, évidemment, il y a des territoires sur lesquels planter du maïs, c'est peut-être pas la meilleure culture à cet endroit-là, à ce moment-là. Voilà. En fait, ce qui me semble important, c'est que le changement climatique vient accentuer déjà la situation actuelle et nous oblige à devenir
intelligent, à réfléchir, à anticiper. Et ça me semble vraiment fondamental de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, quels sont les impacts de ce qu'on fait. Mais c'est des choses qui sont pas très faciles. Effectivement, on va dériver un petit peu sur les gestes de préservation de l'eau. On se retrouve dans quelques secondes sur votre radio dans Faut qu'on en parle. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site internet fautquonenparle.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Quels sont du coup, selon vous, les principaux défis en matière de politique et de gestion des eaux souterraines à l'échelle locale et internationale? Alice, peut-être? À niveau international, sans doute le travail qu'on a fait à l'UNESCO dans les dernières années, surtout avec l'évaluation des aquifères transfrontaliers dans le monde, et nous a bien évidemment montré un problème qui se pose, que c'est de nature géopolitique finalement, c'est-à-dire la gestion partagée de ces aquifères. Il y a 468 aquifères partagés transfrontaliers dans le monde. Il y a 153 pays qui partagent un aquifère. Et dans les ODD, dans les objectifs de développement durable, on a un indicateur qu'on a commencé à regarder depuis 2017, tous les 3 ans, avec ces 153 pays qui nous envoient des informations, pour voir où on en est sur la coopération à l'eau, la coopération soit de l'eau de surface que de l'eau souterraine. Et le dernier rapport qui vient de sortir en septembre 2024 nous a dit que si pour l'eau de surface, la coopération s'améliore, c'est-à-dire on a des systèmes de coordination, de discussion, de gestion conjointe, celle qui reste vraiment le parrain pauvre de toute cette problématique qui est assez importante du point de vue aussi diplomatique et géopolitique, c'est encore une fois l'eau souterraine, c'est-à-dire la gestion des eaux souterraines. De différents facteurs, comme il disait Eric, la méconnaissance, malheureusement on connaît très très mal encore nos aquifères, où ils sont, combien, quoi, etc. Et bien évidemment, quand il y a manque de connaissances, c'est une difficulté pour 2 ou 3 pays de se mettre ensemble parce qu'il manque de données. Aussi, il y a un pays qui est plus riche, qui a soit du point de vue comme revenu économique, soit comme richesse de données, qu'il peut imposer son vouloir sur les autres pays qui n'ont pas cette richesse, soit de données, soit de connaissances, soit économique. Il y a bien évidemment aussi la même chose à niveau territorial, c'est-à-dire à niveau national et même sous-national. Il y a des conflits d'usagers. Comment, à niveau d'une nappe, pouvoir avoir une coopération entre les différents usages, les différentes activités humaines et bien évidemment l'eau potable qui est indispensable. Et encore une fois, effectivement, tout ça est un problème de politique, de gestion. Il faut des budgets pour pouvoir justement, coordonner. comment on peut inciter finalement les gouvernements à intégrer tout ça, la protection des eaux souterraines dans leurs priorités de planification en mettant des budgets, mais pas que. Comment on peut mettre ça? C'est la participation de nous tous. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on met en priorité dans notre vie. Il faut demander aux élus. Oui, mais souvent, voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Souvent, il faut que la politique pousse derrière. Sinon, il faut élire des élus qui s'engagent dans ce sens-là. C'est fondamental. Moi, je peux le dire, je suis pas française, je suis extraterritoriale, je travaille aux Nations Unies, je vote pas, mais et surtout je vote pas en France. Et c'est fondamental. Il faut absolument que les citoyens soient bien attentifs à donner leur soutien à des politiques environnementales d'envergure. Parce qu'on va le payer bien, enfin,
Alors, on en Ma parlera un tout petit génération, peu après, avant la fin de l'émission, sur tout ce oui. qui va être éducation et sensibilisation. Je vois qu'Annelise veut réagir. Oui, en complément, effectivement, par rapport à l'implication citoyenne et aux outils pour se mobiliser. Alors, je peux prêcher pour ma paroisse en disant qu'il y a moyen de rejoindre une association, évidemment, mais aussi, non, spontanément, c'est que là, en ce moment, justement, jusque fin mai, je crois, les agences de l'eau en France lancent une grande consultation sur l'eau avec donc sur ce qu'on appelle des questions importantes, c'est-à-dire des grands enjeux pour les prochains plans de gestion de l'eau en France. Et là, tout le monde peut se saisir. C'est sur Internet. Chacun peut aller contribuer, chacun peut apporter sa vision. Alors effectivement, après, alors pas trop pour les questions importantes, mais pour d'autres enjeux de l'eau, pour d'autres outils de concertation, les sujets de l'eau sont des sujets complexes. Donc, il faut admettre que voilà, on va pas forcément tout maîtriser tout de suite, mais faut se jeter à l'eau et puis voilà, faut oser dire ce qu'on en pense, et y compris quand on ne comprend pas, parce que c'est vrai que on le voit dans nos milieux, on est souvent et on est vite entre techniciens, entre gens qui connaissent, on parle par sigle. Donc voilà, quand on arrive dans ce domaine-là, faut pas hésiter à se faire expliquer les choses, à se les faire répéter, pourquoi pas, on a tous commencé. Donc voilà, et là justement, je refais un coup de pub pour cette consultation sur l'eau, mais jusqu'à fin mai, on a cette opportunité. Alors pour les Français, je sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, mais normalement les autres pays européens sont aussi soumis à cette convention d'Aarhus qui justement demande l'implication, enfin que soient consultés les citoyens par les biais que les États veulent bien mettre en place. Effectivement. Alors justement, si on parlait un petit peu d'éducation et de sensibilisation, clairement, comment on peut finalement sensibiliser les populations, en particulier dans aussi les zones rurales, par exemple, où on peut avoir l'impression qu'on peut avoir des fois aussi une abondance d'eau, à la protection de ces eaux souterraines, concrètement. Eric ? Moi, je dirais que la grande problématique qu'on a, c'est... Annelise disait que les domaines de l'eau, c'est des choses qui sont complexes. C'est vrai. Les eaux souterraines, encore plus, d'autant plus qu'on ne les voit pas. Et il y a un manque de culture générale globale, de connaissances, de sensibilisation par rapport à ça, par rapport aux eaux souterraines. Et ce qui fait que tout un chacun, enfin, il y a quelques spécialistes qui ont ces connaissances-là, mais l'essentiel de la population n'a pas forcément toute cette information-là. Alors, les écoles font un grand travail. On parle du cycle de l'eau, on parle des choses comme ça. Classes, mais ce cycle de l'eau, la partie souterraine du cycle de l'eau, elle est assez peu visible, alors que finalement, elle a un rôle fondamental et elle a une interconnexion avec tous les autres compartiments où se trouve l'eau. Donc, les eaux de rivière, les eaux de surface, les zones humides, l'eau atmosphérique, etc. Enfin, tout le cycle de l'eau, mine de rien, à un moment donné, il y a une connexion avec les eaux souterraines. Donc, c'est important que chacun ait conscience de ça, que sous nos pieds, on a de la roche qui contient de l'eau. Mais qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on a dit en qu'on ne début voit pas. d'émission. Et donc, il faut renforcer la connaissance pour que après les bonnes décisions soient prises. Mais c'est vrai que la sensibilisation, c'est le premier sujet. Et après, il faut passer de l'état de personne sensibilisée à personne qui va agir pour la préservation de la ressource et pour une bonne gestion de cette ressource. C'est pour ça effectivement qu'on a choisi ce sujet pour mettre ce trésor menacé qu'on ne voit pas. Effectivement. Est-ce qu'il y a des exemples concrets d'actions éducatives qui sont menées ? Peut-être côté France Nature Environnement, oui, Annelise ? Oui. Il y a beaucoup d'exemples. Déjà, dans le monde associatif, il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup d'actions de sensibilisation à destination de divers publics. Donc, je peux parler notamment de ce que je connais, ne serait-ce que mon collègue Mathia Trabouki qui réalise des petits films dans une web-série qui s'appelle Ça coule de source, où là, voilà, on parle des solutions possibles, de choses que mettent en place différents acteurs pour préserver la ressource en eau. Je pense également à un travail qu'on est en train de faire avec la Maison régionale de l'eau, donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et le groupe régional d'experts pour le climat Sud, toujours. On est en train de construire un outil pédagogique, justement, alors propre à notre région, pour le coup, parce qu'on a des enjeux un peu particuliers en Provence-Alpes-Côte d'Azur par rapport au reste de la France, ou en tout cas, C'est très spécifique. Voilà, on a un
cycles, des cours d'eau qui sont pas tout à fait les mêmes que des cours d'eau méditerranéens. On parlait de WED tout à l'heure. Alors on n'a pas tout à fait des WED, mais on a quand même des cours d'eau temporaires qui peuvent être asséchés quelques mois par an, et puis avec le changement climatique de plus en plus longtemps. Et donc voilà, on travaille justement à construire ce jeu. En fait, c'est sous forme de jeu pour amener les gens à découvrir, en fait, au cours d'ateliers, au cours d'après-midi, à découvrir un peu comment sont les ressources en eau. C'est vraiment un sujet dont on parle peu. Clairement, nous, côté grand public, vous êtes dedans. Mais c'est vrai, c'est un sujet. Oui, tu me regardes comme ça en me disant, oui, mais en fait, on le croise pas à tous les coins de rue. Clairement, on n'a pas l'impression que partout on nous parle de cette préservation de la ressource de l'eau, etc. Non, c'est vrai, effectivement. Ouais. Alors après, il y a quand même, j'y pense. Ça preste à sourire parce que tu baignes dedans, mais voilà, du point de vue de n'importe qui derrière le poste qui nous écoute actuellement. Voilà. C'est un problème aussi d'interdisciplinarité à l'école, à l'université. Bien évidemment, à niveau international, nous avons travaillé avec les plus grands juristes de droit international pour faire des lois internationales des Nations Unies sur les eaux souterraines et transfrontalières en particulier. Et ces grands avocats, ces grands juristes de droit international de tous les pays du monde, quand ils se sont assis autour de la table avec nous, les hydrogéologues, ils n'avaient aucune idée de ce que c'était, ni un aquifère, ni une nappe, ni phréatique. Oui, on n'en parle pas assez. Voilà, clairement, oui. Le grand public n'est pas au courant. On est vraiment compartimenté de façon très, très importante. Et pour celle qui est dans le domaine de l'environnement et des sciences naturelles, est quelque chose que apparemment les autres ne doivent pas connaître. Mais c'est surtout probablement, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, c'est parce qu'effectivement on ne visualise pas cette ressource au final. Et il faut commencer à avoir cette interdisciplinarité, cette partage des connaissances un peu plus encyclopédique. Comme il était une fois, peut-être. Mais enfin, c'est fondamental. C'est fondamental que des experts en économie, des experts en droit, des experts en architecture comprennent le cycle de l'eau et comprennent qu'est-ce qui se passe en principe et surtout dans nos territoires et à niveau international aussi sur les eaux souterraines. Eric, vas-y, oui. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a la sensibilisation de tout à chacun, et effectivement, c'est un gros travail, ne serait-ce que de savoir un peu qu'est-ce que c'est les eaux souterraines, comment ça fonctionne, et voilà. C'était le but de l'émission. Voilà, et c'est une très bonne chose. Mais il y a un enjeu qui est, je dirais, un peu plus urgent, c'est que les aménageurs, les décideurs politiques, les gens qui ont des projets de création d'infrastructures, etc., que eux, ils aient un minimum de connaissances, ou en tout cas qu'ils soient accompagnés par des personnes compétentes. Parce que aujourd'hui, on a une urbanisation qui est très importante et de plus en plus, et on est en train de gréver notre avenir en faisant des infrastructures qui sont à risque un peu partout, et notamment dans les endroits qui sont les plus faciles pour créer des infrastructures, c'est-à-dire dans les fonds de vallée, là où il y a les ressources les plus importantes, les plus facilement disponibles. Donc, on est dans une période où il faut faire attention, et on aimerait bien que l'ensemble des personnes soient suffisamment sensibilisées. Et heureusement, il y a quand même vraiment des organismes qui font des formations auprès des gens qui s'occupent d'urbanisme, avec le soutien de l'Agence de l'eau et d'associations comme FNE, par exemple. Mais ce travail-là, il est vraiment important, et il faudrait vraiment qu'il soit pris sérieusement en compte par les personnes qui font les aménagements. Alors, est-ce que vous pensez peut-être quel rôle en fait finalement pourraient avoir les médias et les ONG? Alors nous, ce soir, on a décidé de parler de ce thème-là. Je vous ai dit, grand public n'a pas l'impression qu'on parle souvent du sujet de l'eau. Finalement, comment vous imagineriez cette sensibilisation autour d'actions d'ONG et éventuellement des médias, voilà, à part juste comme ça en parler dans une émission? Je sais pas, peut-être Alice? C'est fondamental, le rôle des médias est fondamental, des réseaux
de tous les Peut-être sur les réseaux sociaux aussi maintenant, aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. C'est fondamental maintenant. C'est la réalité. Même si je ne l'utilise pas moi-même beaucoup, j'aime encore avoir un livre dans mes mains. Mais à part ça, c'est fondamental. Il faut que tout Mais aujourd'hui, il celle qui faut fait être branché, partie- connecté finalement avec ces nouvelles générations. Tous les jeunes aujourd'hui sont Exact, énormément sur les réseaux, sont dans exact, l'information exact, rapide, exact, réactive. exact. Donc comment Tout à fait, et avoir soit dans la presse écrite, soit dans les réseaux, soit comme vous faites dans le podcast, qui sont très très prisés par les jeunes, il faut en parler de plus en plus. Et l'UNESCO, dans certains pays du monde, forme justement les journalistes à ces problématiques environnementaux. Parce que ici, on est bien lotis avec des niveaux d'éducation assez élevés à toutes ces problématiques, hein, même s'il y a encore beaucoup à faire, hein, bien évidemment. Mais dans certains pays, on a vraiment besoin de former la presse, de former les journalistes, de sensibiliser, de créer des systèmes d'information, parce qu'ils n'existent pas partout. Et c'est fondamental, oui, absolument. on est vraiment très orienté sur tout ce qui est communication. D'autres idées peut-être, Anne-Lise? Non? Pas Comme ça forcément. En revanche, je pensais aux lieux de concertation, puisque en France, on a la chance d'avoir une politique de l'eau qui se décline à différents échelons de territoire. Donc, avec à chaque fois, alors ça porte pas ce nom-là officiellement, mais des formes de parlement de l'eau à différentes échelles. Et c'est aussi des lieux finalement où les différents participants, les différents membres de ces commissions locales de l'eau ou de ces comités de rivière, où ils peuvent s'acculturer aussi aux enjeux de l'eau, aux enjeux environnementaux, mais aussi aux enjeux qu'ont les autres usagers de l'eau. Et du coup, ces lieux de dialogue, c'est aussi des lieux où on se forme un peu sur le tas, si je peux dire, mais voilà, où chacun, en fait, on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble, on apprend à avoir des visions, à développer des visions ensemble. On parlait de la sensibilisation des jeunes générations. Dans beaucoup de sujets qui concernent l'environnement, ils sont peut-être plus informés et investis que les générations passées, que les parents, les grands-parents. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans l'eau? Dans le domaine de l'eau, oui. Oui. Disons que la problématique du changement climatique a eu un énorme impact sur les nouvelles générations. Au moins, c'est notre Elles se expérience. sentent beaucoup plus concernées, hein, clairement. Oui, clairement. Et comme impact de cette préoccupation pour le changement climatique, j'espère que l'eau puisse rentrer, et notamment aussi les eaux souterraines, et qu'il y ait la connaissance justement de ces Il faudrait rentrer cette composante de l'eau, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique, les gens pensent à chaleur uniquement. Exact. Donc chaleur, eau, il faut que le cycle soit complet. Oui, Anne-Lise? Eau et biodiversité, parce qu'on parle effectivement beaucoup du changement climatique, mais on a aussi une grosse crise de biodiversité qui est en cours, et c'est aussi un volet qu'on oublie assez souvent. Et justement, avoir des milieux en bon état, avoir des milieux qui soient fonctionnels, qui soient vivants, c'est un élément qui nous aidera à faire face à ce changement climatique. Clairement, oui, Eric. Il me semble qu'il faut être attentif à ce que justement les jeunes générations, mais les gens qui sont aux manettes aujourd'hui, aient cette conscience des ressources en eau de manière générale, que les eaux souterraines, c'est quelque part, entre guillemets, la meilleure eau pour les usages où on a besoin d'avoir une eau propre. Et l'eau, ça reste la vie, finalement. Bien sûr, que ces ressources-là sont associées au milieu naturel, qu'il y a tous ces aménagements. Et il faut se méfier de la solution technologique qui va tout révolutionner. Il faut préserver la ressource pour avoir de l'eau propre qu'on n'ait pas besoin de traiter ou pas trop traiter, plutôt que de se dire, de toute façon, c'est pas grave, on va trouver des machines qui vont nettoyer la pollution et avoir de l'eau qui va être de bonne qualité. Donc la solution technologique ou les transferts d'eau, c'est pas la solution magique de demain. La solution magique de demain, c'est on préserve et on fait attention à ce qu'on a. Mathieu, un avis sur ce sujet, effectivement? J'ai pas entendu ce que vous avez dit, excusez-moi. Ok.
Pas de souci. Sinon, ce qu'on va faire, il nous reste plus beaucoup de temps d'ailleurs dans cette émission avant d'aborder le petit bonus, la suite que vous pourrez retrouver. On a parlé, tu viens de parler d'ailleurs, Eric, de modernité, de choses récentes, etc. Et en début d'émission, on a abordé un petit peu la partie intelligence artificielle. Est-ce que finalement, l'IA qui est en train de débarquer en force partout, dans tous les domaines, tous les métiers, va pouvoir aider et jouer un rôle dans cette gestion de la ressource en eau? Vos avis là-dessus? C'est tout frais, c'est trop... Alors, Annelise? l'IA proprement parlé, j'ai peut-être pas encore beaucoup d'éléments dessus, mais alors déjà deux points de réponse. D'une part, on utilise effectivement déjà des technologies pour suivre les niveaux, les consommations, les niveaux d'eau, etc. Y compris avec des trucs en temps réel. Donc ça permet effectivement d'être peut-être plus fin dans une gestion. Ouais, ça c'est que de l'analyse, je veux dire la prise de données instantée. Oui, mais il faut cette donnée pour prendre la décision. Donc il y a quand même ça. Et en revanche, le côté technologie, j'ai envie d'appeler à la vigilance quand même là-dessus, parce que toutes ces technologies qu'on utilise, y compris nous, avec nos téléphones portables, nos ordinateurs, tout ça, ça consomme aussi de l'eau. Et ça consomme beaucoup d'eau, et ça en consommera de plus en plus, notamment tous ces data centers avec les rafraîchissements, voilà, toutes ces questions-là. Et donc en fait, il faut faire faire attention que la solution finalement soit pas pire que le... Ouais. Elle n'aggrave pas c'est un peu le parallèle avec la clim, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Oui, Eric? Moi, je dirais que les outils qui permettent de faire la modélisation, de faire des calculs, des prévisions et ce genre de choses, avec ou sans IA, l'IA finalement c'est qu'un outil comme un autre. Il faut se méfier parce que les machines sont bêtes. Elles vont travailler, dire des choses très intelligentes à partir des données qu'on va leur fournir. Forcément. Si on n'a pas de données, on aura des résultats qui veulent rien dire. Et là, on part d'une situation où beaucoup de gens pensent qu'on a ces données, que oui, on sait déjà. Sauf que les choses évoluent. On parle du changement climatique, on parle du changement de l'occupation des sols, de l'imperméabilisation, de prélèvements qui sont différents, etc. Le débit des rivières va évoluer avec des aménagements ou juste sous l'effet du changement climatique. Donc la situation évolue. Donc si on fait des super modèles avec des super outils, mais avec des données qui sont pas actuelles ou qui sont pas suffisantes, on aura des résultats qui veulent rien dire. Donc moi je suis toujours partisan de choses simples, de données fiables, robustes et sur lesquelles on peut travailler. Quand on y travaille avec des outils... L'IA peut peut-être juste accélérer finalement la réflexion, c'est ça au final? C'est juste du traitement des données, d'une manière différente. Qui peut aller plus vite qu'on le faisait avant, peut-être. Alors, honnêtement, je suis pas convaincu, mais au moins, si on n'a pas des données nouvelles, des données fiables, à manger, à ce moment-là, ça sert à rien d'avoir des super outils. Oui, Annelise, en phase aussi. Oui. En phase, c'est un outil et ça doit rester un outil. Oui, il ne faut pas le considérer comme remplacer. Voilà, c'est ça. Il ne va pas faire à notre place, en fait. Oui. Les énormes bases de données sont des données fiables, même s'ils sont très rapides pour gérer les données, avec une intelligence artificielle puissante, ça ne sert à rien. Effectivement. Est-ce qu'il y a des projets de recherche aujourd'hui qui pourraient révolutionner cette compréhension et cette gestion des aquifères aujourd'hui? Pour terminer Mathieu? un petit peu. Oui. Mathieu, peut-être? Non, je voulais juste effectivement compléter ce qui vient de dit. Je pense qu'effectivement, les outils numériques, de modèles numériques sont vraiment des outils très importants, mais qui sont parfois difficiles à constituer d'une manière extrêmement fiable. On est dépendant évidemment de la quantité et la qualité des données qu'on a. Et quand on s'amuse à traiter des données, que ce soit des données de forage, des mesures de quantité, de qualité, de souterraine, peu importe, on est toujours face à des difficultés d'interprétation des données qui sont difficilement corrélables, des erreurs d'interprétation sur, par exemple, un forage. La profondeur n'est pas la bonne, l'altitude n'est pas la bonne, le foreur n'a pas bien décrit ce qu'il a vu. Bref, on doit... donc les données étant erronées, ça...
et les meilleurs algorithmes d'IA, si en dessous de ça, on n'a pas des données de base facilement exploitables, on sait rien faire de très concret. Donc le côté numérique, il est extrêmement important. Probablement que l'IA va amener certains gains d'efficacité là, ça ou là, mais le vrai sujet, c'est la data, la donnée de base et la capacité qu'on a d'avoir des données fiables. Eh bien voilà, on arrive au terme de cette émission principale. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, il faut qu'on en parle la suite qui va continuer, et en podcast bien évidemment, et sur vos radios. On recevait donc pour cette émission Anne-Lise Muller, qui est chargée de mission eau et mer à France Nature Environnement, FNE PACA. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Nous avions Eric Desaguerre, qui est hydrogéologue au sein du bureau d'études ATEC Hydro et hydrogéologue agréé. Merci beaucoup Eric. Merci à vous. Mathieu Agnel, qui est hydrogéologue au sein du bureau d'études d'ingénierie Fréatis, spécialisé en hydrologie et en géothermie. Merci beaucoup. Nous avions Jost Wellens, qui est professeur en irrigation et gestion intégrée des ressources en eau et à la faculté d'agronomie agribiotech de l'université de Liège. Merci Jost. Merci à vous. Docteur Alice Aurélie, qui est spécialiste des ressources en eau, responsable jusqu'à fin 2023 des systèmes d'eau souterraine et de la coopération dans le domaine de l'eau au secrétariat du programme d'hydrologie intergouvernementale de l'UNESCO et vice-présidente de l'Association internationale pour l'étude des ressources en eau. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, donc dans quelques instants, nous allons pouvoir aborder la suite de Faut qu'on en parle, les coulisses un petit peu plus. Restez bien évidemment à l'écoute ou switcher sur votre radio, c'était Faut qu'on en parle, et ou sur la page podcast, bien sûr, sur le www.fautquonenparle.fr. Allez, on se donne rendez-vous très très vite. À bientôt. Bye bye.